La corde mordait les mains gelées de Stéphane Dubois alors qu'il pendait à 5 mètres le long de la paroi de la falaise, le vent glacial de la Haute-Savoie hurlant à ses oreilles. En dessous de lui, agrippé à une prise fragile au-dessus d'un vide de 30 mètres, se trouvait le loup. Du sang tachait la neige immaculée sous ses griffes. Les yeux jaunes de l'animal se fixèrent sur les siens, non pas avec agressivité, mais avec une expression qui tordit les entrailles de Stéphane. La résignation. Sa radio grésilla, une voix métallique traversant les bourrasques. Dubois, annulé. La tempête de neige est à 3 minutes. La prise du loup glissa d'1 centimètre. Son gémissement perça le hurlement du vent. L'esprit de Stéphane fut traversé par une vision du visage de Chloé ce matin-là, ses yeux verts si semblables à ceux de sa mère. « Papa, si Fantôme avait besoin d'aide un jour, tu le sauverais, n'est-ce pas ?» La racine craqua sous le poids de l'animal. Les doigts gourds de Stéphane s'étendirent vers le loup. « Accroche-toi, mon grand, murmura-t-il, son souffle se transformant instantanément en une volute de cristaux de glace. Il ne savait pas encore qu'en sauvant ce loup, il allait ressusciter les démons les plus sombres d'un homme et provoquer une prise de conscience que personne n'aurait pu imaginer. Laissez un like et partagez vos pensées dans les commentaires, en indiquant la ville depuis laquelle vous nous regardez. Poursuivons l'histoire. Stéphane Dubois avait appris le deuil de la plus dure des manières. 3 ans plus tôt, un cancer du sein lui avait arraché sa femme, Sandrine, laissant derrière lui un veuf aux yeux vides et une fillette de 9 ans qui avait cessé de sourire. Les mots de l'oncologue résonnaient encore dans la chambre d'hôpital stérile, aseptisée et impersonnelle. « Je suis désolé. Il n'y a plus rien que nous puissions faire. » Sandrine avait serré sa main une dernière fois, sa voix à peine un murmure, un souffle fragile dans le silence pesant de la pièce. « Toute vie mérite une chance, Stéphane. Absolument toute. Promets-moi que tu t'en souviendras. » Il avait tenu cette promesse en fuyant. Fuyant le bruit, la foule, les souvenirs à chaque coin de rue. Il avait vidé leur appartement parisien, chargé toute une vie dans un camion de déménagement et conduit vers le sud-est jusqu'à ce que les immeubles haussmanniens disparaissent et que les montagnes se dressent comme les flèches d'une cathédrale de roches et de glace. Le parc national des Écrins, dans les Alpes françaises, était devenu leur sanctuaire. Stéphane avait échangé son poste bien payé dans la sécurité d'entreprise contre un insigne de garde forestier, et Chloé avait troqué sa cour de récréation en béton contre des forêts qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. À 45 ans, Stéphane portait son chagrin dans les fils d'argent qui parsemaient sa barbe et dans les rides profondes creusées autour de ses yeux. Son uniforme flottait un peu sur lui, il avait perdu un poids qu'il ne pouvait se permettre de perdre. Mais les montagnes avaient une façon de combler les vides, et lentement, douloureusement, ils avaient commencé à guérir. Chloé avait hérité des cheveux roux et des yeux verts de sa mère, ainsi que de cette même compassion obstinée qui avait poussé Sandrine à s'arrêter pour chaque oiseau blessé, chaque chien perdu. À 12 ans, Chloé portait son deuil différemment de son père. Elle ne le fuyait pas. Elle le photographiait. Les murs de sa chambre étaient couverts de clichés, un chamois au coucher du soleil, des corbeaux dans la neige fraîche et, le plus souvent, un loup gris balafré avec une tache blanche distinctive sur la poitrine. Fantôme, elle l'avait baptisé, car il apparaissait et disparaissait comme de la fumée à travers les arbres. Pendant 6 mois, elle l'avait suivi avec son appareil photo animalier, documentant son existence solitaire. « Il est seul, papa » avait-elle dit à Stéphane un soir, sa voix empreinte d'une compréhension qui dépassait son âge. « Comme nous après la mort de maman. » Mais il continue. Il est courageux. Stéphane avait longuement étudié ses photographies. Le boitement prononcé du loup. Le tissu cicatriciel visible même à travers son épaisse fourrure hivernale. La façon dont il se tenait toujours à l'ombre, comme s'il craignait la lumière. C'était un animal qui avait survécu à quelque chose de terrible. La vieille blessure par balle à la patte arrière racontait une histoire. Le bout de son oreille manquant en racontait une autre. Ce loup connaissait intimement la souffrance. Ce que Stéphane ignorait, c'était le vrai nom du loup, celui que lui avaient donné les biologistes qu'il avait suivis des années auparavant, Lobo. Il ne savait rien de Luna, la louve argentée morte dans le piège d'un braconnier pendant que Lobo se déchiquetait la patte en essayant de la libérer. Il ne savait rien des 5 louveteaux volés, vendus à des collectionneurs privés avides d'animaux de compagnie exotiques. Il ne savait pas que ce loup avait autrefois dirigé une meute de 9 individus, son hurlement commandant le respect sur 50 km² de nature sauvage. Tout ce que Stéphane savait, c'est que sa fille aimait ce fantôme et que les derniers mots de Sandrine avaient été de donner sa chance à chaque vie, même celle d'un loup, surtout celle d'un loup.
Le 14 février arriva avec ce genre de froid qui transformait le souffle en cristaux de glace avant même qu'il ne quitte vos poumons. Moins 20 degrés Celsius, et Météo France hurlait à propos d'une tempête de neige dévalant des sommets italiens. Stéphane avait commencé sa patrouille à l'aube, vérifiant les sentiers de l'arrière-pays que la plupart des touristes étaient assez malins pour éviter en hiver. Le thermomètre de son véhicule de patrouille indiquait moins 22 degrés Celsius alors qu'il serpentait sur la crête du Diable, une portion de route forestière qui longeait des falaises d'un côté et plongeait dans le néant de l'autre. Le loup, connu sous le nom de fantôme par Chloé, et Lobo par les biologistes qui avaient depuis longtemps perdu sa trace, n'avait pas mangé depuis 5 jours. Ses côtes pressaient contre son pelage d'hiver comme les barreaux d'une prison. La patte arrière blessée, qui n'avait jamais vraiment guéri, lançait une douleur sourde à chaque pas, un rappel constant du piège qui lui avait pris Luna 8 ans auparavant. L'âge lui avait enlevé sa force, sa vitesse, tout ce qui avait fait de lui un prédateur alpha. À 11 ans, il était un ancien pour un loup gris. La plupart de ses congénères mouraient vers 6 ou 7 ans dans la nature. Il avait passé la matinée à creuser la neige à la recherche de campagnols, ne réussissant à en attraper qu'un seul. Le minuscule rongeur disparut en 2 bouchées, sans rien faire pour apaiser le vide tenaillant de son estomac. Il tenta de pister un lièvre variable, mais sa patte endommagée avait cédé à mi-course, l'envoyant s'étaler dans une congère. Le lièvre avait disparu dans les sous-bois, et Lobo était resté là un long moment, le froid s'infiltrant à travers sa fourrure, se demandant s'il ne serait pas plus simple de ne pas se relever. Mais quelque chose l'avait remis sur ses pattes. La même chose qui l'avait maintenu en vie à travers les blessures par balles, les pièges et l'exil brutal de sa meute. Pas exactement de l'espoir. Les loups ne conceptualisent pas l'espoir comme les humains. C'était quelque chose de plus fondamental, la volonté de voir un autre lever de soleil, la possibilité que demain apporte un ventre plein et un endroit chaud pour dormir. C'est alors qu'il le sentit. Le sang. Du sang frais. Un cerf. L'odeur, portée par le vent du nord, fit se redresser la tête de Lobo, ses narines frémissant, son estomac se contractant d'une faim soudaine et désespérée. Suivant son flair à travers les pins, il trouva la source. Un jeune cerf élaphe, peut-être âgé de 2 ans, boitant sévèrement. Il avait été rué par un autre animal, un rival plus puissant. Lobo pouvait voir l'énorme échymose sur son arrière-train, là où un sabot avait frappé. Le cerf luttait dans la neige profonde, se dirigeant vers la zone de la falaise où le vent avait balayé certaines sections, laissant la roche à nu. Le cerveau prédateur de Lobo calcula les probabilités avec l'efficacité froide de 10 millions d'années d'évolution. Le cerf était blessé, plus lent que d'habitude, mais le terrain devant eux était traître. Des pentes abruptes et des rochers couverts de glace. Un faux pas et le chasseur comme la proie pourrait chuter. Le vieux loup avait survécu si longtemps en étant prudent, en choisissant des proies plus faciles, en connaissant ses limites. Mais 5 jours sans nourriture avaient érodé la prudence. La faim était une forme de folie à part entière. Lobo commença à traquer, utilisant le vent pour masquer son odeur, se déplaçant à travers les arbres avec le silence fantomatique qui lui avait valu son surnom. Le cerf sentit quelque chose. Ses oreilles pivotèrent, son corps se tendit, mais il ne put localiser la menace. Il accéléra, claudiquant plus vite dans la neige. La poursuite était lancée. Pendant quelques battements de cœur, Lobo se sentit de nouveau jeune, sentit la montée d'adrénaline qui l'avait autrefois rendu intrépide. Ses muscles se souvenaient de ce que son corps ne pouvait plus entièrement accomplir. Le sprint explosif, la trajectoire calculée, le moment où les dents trouvaient la gorge. Il poussa plus fort, ignorant la douleur hurlante dans sa patte endommagée. Le cerf paniqua. Au lieu de descendre la pente vers une forêt plus dense où son agilité aurait pu être un avantage, il courut vers le haut, vers le bord de la falaise où la neige s'était accumulée en coussins trompeurs sur de la glace vive. Lobo suivit, réduisant la distance. 20 mètres, 15, 10. Le sabot du cerf traversa une croûte de neige et il trébucha. Lobo bondit. Ses crocs ne prirent que de l'air alors que le cerf se rétablissait et se lançait en avant. Et puis la patte blessée de Lobo, cette vieille blessure qui n'avait jamais vraiment guéri, céda sous son poids. Son élan le projeta en avant, mais son équilibre avait disparu. Il heurta une plaque de glace cachée sous la neige poudreuse. Le monde bascula, ses griffes grattèrent frénétiquement le sol gelé, ne trouvant aucune prise. Le bord de la falaise, qui avait semblé distant, s'ouvrit soudainement sous lui. Le corps de Lobo glissa sur le côté, ses pattes avant tournoyant. Pendant un terrible instant, il fut suspendu dans l'espace,
le fond de la vallée 30 mètres plus bas se précipitant pour le rencontrer. Puis sa patte avant droite attrapa quelque chose, une racine gelée, noueuse et ancienne, dépassant de la paroi de la falaise à environ 5 mètres en contrebas. Ses griffes s'accrochèrent au bois avec une force qui envoya des éclairs d'agonie à travers son épaule. Ses pattes arrière se balançaient dans le vide, griffant l'air. La racine gémit sous ses 43 kilos. Lobo resta suspendu là, entre le ciel et la mort. Il essaya de se hisser. Ses épaules puissantes, la seule partie de lui qui ne s'était pas détériorée avec l'âge, se contractèrent et se tendirent. Pendant un moment, il s'éleva de quelques centimètres, mais sa patte arrière endommagée ne put trouver la paroi de la falaise, ne put pousser, ne put aider, et ses pattes avant, glissant sur la racine couverte de glace, commencèrent à déraper. Le loup fit ce que font les loups. Il se battit. Pendant 2 heures, il lutta, tenta différentes positions, différents angles, utilisa ses dents pour saisir la racine, se disloquant presque la mâchoire, frappa ses pattes arrière contre la paroi rocheuse jusqu'à ce que ses coussinets saignent. Pendant tout ce temps, ses griffes creusèrent de longues égratignures dans le bois gelé, laissant des marques qui seraient visibles pendant des années. Mais la physique et la biologie sont des maîtresses cruelles. Un loup de 11 ans avec une mauvaise patte, suspendu à une racine au-dessus d'un vide de 30 mètres, luttant contre l'hypothermie et l'épuisement. Il ne pouvait y avoir qu'une seule issue. Les images lui vinrent sans qu'il les appelle, comme le fait la mémoire lorsque la mort est proche. La fourrure argentée de Luna au clair de lune, la façon dont elle se pressait contre son flanc les nuits froides. La sensation de 5 petits corps tétants pendant que lui et Luna montaient la garde. La fierté qu'il avait ressentie en entendant son propre hurlement résonner à travers les montagnes, repris par sa meute. Même l'exil, aussi douloureux fut-il, avait été la preuve qu'il avait vécu pleinement. Seul un loup qui avait dirigé pouvait être renversé. Et il y avait un autre souvenir, plus récent. Une jeune fille aux cheveux roux et aux yeux bienveillants qui s'asseyait sur une bûche tombée à 100 mètres de sa tanière et se contentait de regarder. Ne s'approchant jamais, ne menaçant jamais. Parfois, elle laissait de la nourriture, des restes de venaison, un poisson entier une fois. Elle lui parlait d'un ton doux qu'il ne pouvait comprendre mais qu'il reconnaissait comme étant gentil. « Salut, fantôme. C'est bon. Tu es en sécurité avec moi. » La fille qui sentait un mélange de tristesse et d'espoir. La fille qui, d'une manière ou d'une autre, l'avait vue non pas comme une menace, mais comme quelque chose digne de soin. La force de Lobo l'abandonna finalement. Ses griffes entamèrent leur dernière glissade sur la racine léchée par la glace. Il leva la tête vers le ciel gris de février, et du plus profond de sa poitrine vint un son qui était à la fois un hurlement et un gémissement. Pas un appel à l'aide. Il savait que sa meute était partie, dispersée ou morte. Pas un défi. Juste un adieu, une reconnaissance qu'il s'était battu durement, avait survécu longtemps, et que c'était ainsi que cela se terminait. Il ferma les yeux, ses muscles se détendirent. Luna l'attendrait, il le savait d'une manière ou d'une autre. Et cette pensée, impossible à prouver mais impossible à nier, lui apporta la paix. C'est alors qu'il l'entendit. Le grondement d'un moteur, le crissement de bottes sur la neige, et une voix, rauque de froid et de surprise. « Mon Dieu, accroche-toi, mon grand. Accroche-toi. » Les yeux de Lobo s'ouvrirent. Au-dessus de lui, se découpant sur le ciel gris, se trouvait un humain. Pas la fille. Un homme portant l'uniforme vert que Lobo avait appris à associer à ceux qui parcouraient la forêt mais chassaient rarement. Les yeux de l'homme étaient de la même couleur que ceux de la fille aux cheveux roux, et ils contenaient la même chose impossible, la compassion. Stéphane pensait à Sandrine quand il avait entendu le son. C'était la Saint-Valentin, leur anniversaire, et ils conduisaient sur la route de la crête dans ce genre de silence particulier qui accompagne le deuil. 20 ans de mariage. 3 ans qu'elle était partie. Les mathématiques de la perte ne s'équilibraient jamais. Il avait prévu de s'arrêter au cimetière sur le chemin du retour, de laisser des fleurs sur sa tombe comme il le faisait chaque année. Chloé avait fait une carte ce matin-là, décorée de fleurs sauvages pressées qu'elle avait conservées de l'été. Pour maman, avait-elle écrit d'une écriture soignée. Tu me manques tous les jours. Je t'aime, ton petit oiseau. Sandrine l'appelait ainsi, son petit oiseau, parce que Chloé voletait toujours d'une chose à l'autre, curieuse, vive et impossible à tenir en place. La radio crépita avec les avertissements de plus en plus urgents de Météo France. Météo France a émis un avis de tempête de neige pour l'ensemble de la Haute-Savoie. Forte chute de neige, rafale de vent à 100 km/h,
visibilité quasi nulle. Le système dépressionnaire arrivera entre 20h et 21h. Tous les résidents doivent. C'est alors qu'il l'entendit. Un son qui n'appartenait ni au vent, ni aux arbres, ni au tic-tac des pièces du moteur en train de refroidir. Un hurlement, mais pas du genre de ceux qu'il avait entendus 1000 fois lors de ses patrouilles. Ce n'était pas territorial ou communicatif. C'était le son de quelque chose qui mourait. Stéphane coupa le moteur et sortit dans le froid qui le frappa comme une force physique. La température avait encore chuté de 5 degrés depuis l'aube. Son souffle gela instantanément, des cristaux de glace se prenant dans sa barbe. Il se tint parfaitement immobile, écoutant. Là, de nouveau, plus faible maintenant, venant de quelque part près du bord de la falaise, peut-être à 200 mètres au nord-est. Chaque instinct lui disait de remonter dans le véhicule. La tempête arrivait. Il était seul, et quoi que ce soit qui faisait ce son était probablement déjà condamné. La nature était cruelle et efficace. Interférer ne faisait généralement que prolonger la souffrance. Mais la voix de Sandrine était dans sa tête, aussi claire que si elle se tenait à côté de lui. Toute vie mérite une chance, Stéphane. Absolument toute. Il attrapa son sac d'urgence dans la benne du véhicule. Cordes, mousquetons, trousses de premiers secours, couvertures thermiques, fusées éclairantes, l'équipement qu'il transportait lors des patrouilles en arrière-pays mais dont il avait rarement besoin. Sa radio alla à sa ceinture, sa lampe de poche dans sa main, même s'il n'était que 16 heures. Sous ces nuages, on aurait dit le crépuscule. La neige lui arrivait à la taille là où elle s'était accumulée. Stéphane avança péniblement, suivant le son. Ses genoux lui faisaient mal. Ses poumons brûlaient dans l'air glacial. Il avait 45 ans et était en assez bonne forme, mais ce genre de froid ne se souciait pas de la condition physique. Il sapait simplement la chaleur et la force jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Le bord de la falaise apparut soudainement à travers la neige tourbillonnante. Stéphane se laissa tomber sur le ventre et rampa les derniers mètres, sachant que des corniches pouvaient s'étendre bien au-delà de la roche solide. Il jeta un coup d'œil par-dessus le bord. 5 mètres plus bas, agrippé à une racine avec tout ce qui lui restait, se trouvait le loup. Le cœur de Stéphane rata un battement. Même à travers la neige et la distance, il reconnut la tache blanche sur sa poitrine. Fantôme. Le fantôme de Chloé. Le loup qu'elle photographiait depuis des mois. Celui dont la photo était scotchée au mur de sa chambre. L'animal qu'elle avait baptisé d'après quelque chose de beau, d'éphémère et de précieux. Les yeux du loup rencontrèrent les siens. Ils étaient d'or ambré, anciens et parfaitement conscients. Il n'y avait aucune supplication en eux, aucun plaidoyer, juste une reconnaissance. Le loup savait que Stéphane était là, savait ce qu'il était, et avait déjà accepté que les humains ne sauvent pas les loups. Oh, merde, souffla Stéphane. Il évalua la situation avec le calcul froid de quelqu'un qui avait suivi une formation de sauvetage sur corde. La paroi de la falaise était presque verticale, couverte de glace. La racine à laquelle le loup s'accrochait se fissurait. Il pouvait voir des éclats frais là où le bois cédait. Le loup pesait probablement entre 40 et 45 kilos, blessé, à en juger par la façon dont il tenait sa patte arrière. Certainement en hypothermie après être resté suspendu là depuis Dieu sait combien de temps. Un sauvetage impossible dans de bonnes conditions, potentiellement suicidaire dans celle-ci. Stéphane prit sa radio. Centrale, ici le garde du bois. Du grésillement, puis. Allez-y, Dubois. J'ai une situation à la crête du diable, borne kilométrique 23. Je dois signaler ma position avant que la tempête ne frappe. Si je ne reprends pas contact dans les 2 heures, envoyez les secours à ces coordonnées. Une pause. Dubois, quelle situation? Vous devriez déjà être en train de rentrer. Il faillit lui dire. Faillit prononcer les mots qui feraient de ceci le problème de quelqu'un d'autre. Mais il pensa au visage de Chloé quand elle réaliserait que Fantôme avait disparu. Pensa à sa question d'il y a 2 semaines, posée si sincèrement au petit déjeuner. Papa, si Fantôme avait besoin d'aide un jour, tu le sauverais, n'est-ce pas? Même s'il est sauvage. Et il avait répondu, toute vie mérite une chance, ma chérie. Ta mère m'a appris ça. Situation animale, dit Stéphane dans la radio. Je pourrais peut-être la résoudre rapidement. Je rappellerai dans 30 minutes. Dubois, la tempête. Je sais. Dubois, terminé.
Il raccrocha la radio à sa ceinture et sortit son téléphone. Il composa le numéro de Chloé. Elle répondit à la deuxième sonnerie, légèrement essoufflée. « Papa, ça va ? » « Je vais bien, ma puce. J'appelle juste pour dire que je serai peut-être un peu en retard. La tempête arrive et je dois vérifier quelque chose. Sois prudent, d'accord ? » Sa voix était fragile. Elle avait déjà perdu un parent. La peur d'en perdre un autre n'était jamais loin de la surface. Toujours. « Et, Chloé, je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas ? » Une pause. « Je sais, papa. Je t'aime aussi. Pourquoi tu es bizarre ? » Il se força à rire. « Pas bizarre. Je voulais juste être sûr que tu le savais. Je serai bientôt à la maison. Pizza pour le dîner. Tu choisis la garniture. Même la pizza à l'ananas ? Même la pizza à l'ananas, petite païenne. » Elle gloussa, et ce son valait tout l'or du monde. « D'accord, à tout à l'heure. Fais attention. » Il mit fin à l'appel et regarda de nouveau le loup. Il le regardait toujours, ses yeux ambrés ne clignant pas. « Ton fan club ne me pardonnerait jamais si je te laissais ici, » marmonna Stéphane. « Et j'ai fait une promesse à ma fille. » La tête du loup s'inclina légèrement, comme s'il comprenait. Stéphane déroula sa corde d'escalade, 100 mètres de corde à âme gainée conçue pour les opérations de sauvetage. Il trouva un pin solide à 6 mètres du bord de la falaise, enroula la corde 2 fois autour de son tronc et la noua avec un nœud en 8 qui pourrait retenir une voiture. Il le vérifia 2 fois, 3 fois. Ses mains commençaient déjà à s'engourdir malgré les gants isolés. Il fabriqua un harnais de fortune avec une deuxième longueur de corde, quelque chose qu'il pourrait passer sur les pattes avant et la poitrine du loup. S'il pouvait s'approcher assez près. Si le loup ne l'attaquait pas. Si la racine ne se cassait pas. Si une douzaine d'autres choses ne tournaient pas de manière catastrophique. Si Sandrine était là, elle me dirait que je suis un idiot, dit-il à voix haute. Sa voix semblait étrange dans le vaste silence des montagnes. Mais elle serait aussi juste à côté de moi, en train de faire la même chose stupide. Il attacha un mousqueton à sa ceinture, y passa la corde principale et recula vers le bord de la falaise. La corde se tendit. Il la testa avec tout son poids. L'arbre tenait bon. « D'accord, fantôme, » lança-t-il vers le bas. « J'arrive. Essaie de ne pas me manger. D'accord ? Ma fille est assez attachée à nous deux. » Stéphane se pencha au-dessus du vide et commença sa descente. La paroi de la falaise était encore pire qu'elle n'en avait l'air d'en haut. La roche était du calcaire, fracturée et instable, avec une fine couche de glace qui n'offrait aucune friction. Ses bottes dérapèrent à plusieurs reprises, envoyant de petites cascades de roches et de glace dégringoler dans l'abîme. Le vent s'était levé, soufflant en rafales assez fortes pour le faire se balancer comme un pendule. 3 mètres plus bas, il était au niveau de la tête du loup. L'animal observait son approche avec une intensité méfiante, ses lèvres se retroussant légèrement pour exposer ses dents. Pas un grognement agressif, un avertissement. « Reste en arrière. Je suis dangereux. Ne me touche pas. » « Je sais, mon pote, » dit doucement Stéphane. « Tu as peur. Je le serais aussi. Mais cette racine ne va pas tenir beaucoup plus longtemps, et j'imagine que tu préférerais ne pas devenir une partie permanente du paysage là en bas. » Il descendit d'un autre mètre, puis d'un autre. Le corps du loup tremblait, le froid, l'épuisement et l'adrénaline faisant tous leur effet. De près, Stéphane pouvait voir les vieilles cicatrices plus clairement. L'encoche dans l'oreille, le tissu cicatriciel tordu autour de la patte arrière. Cet animal avait survécu à des choses qui auraient tué la plupart des créatures. « Tu es un battant, » murmura Stéphane. « Chloé a vu ça en toi. Elle a un don, ma fille. Elle voit le meilleur en tout. Ça me rend fou parfois, mais... » Sa voix se brisa. Elle ressemble tellement à sa mère de cette façon. 5 mètres plus bas maintenant. Il était en dessous du loup, le regardant, et pouvait voir le sang sur ses pattes là où les griffes s'étaient arrachées. La racine se fissurait de plus en plus, de nouveaux éclats apparaissant sous ses yeux. Peut-être 2 minutes avant qu'elle ne cède complètement. Stéphane tira le harnais de corde de sa ceinture. C'était la partie dangereuse. Il devait s'approcher assez près pour le passer sur la tête et les pattes avant du loup, puis le serrer,
ce qui signifiait mettre ses mains à portée de morsure d'un animal sauvage blessé et terrifié. « Chloé va me tuer si tu me tues, dit-il, et il tendit la main. Le loup se jeta en avant. Ses dents attrapèrent la main gauche de Stéphane, perforant le gant épais et s'enfonçant dans la chair en dessous. La douleur explosa, blanche et brûlante, le long de son bras, mais Stéphane ne retira pas sa main brusquement. Des années de manipulation d'animaux blessés lui avaient appris que les mouvements soudains ne faisaient qu'aggraver la panique. Au lieu de cela, il se figea complètement, laissant le loup tenir sa main dans ses mâchoires sans appliquer de pression. Doucement, souffla-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le vent. Doucement, mon grand. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Les yeux ambrés du loup étaient sauvages, les pupilles dilatées par la terreur. Son corps entier tremblait, non plus seulement de froid maintenant, mais de cette peur désespérée d'animal acculé qui l'emportait sur tout autre instinct. Mais quelque chose dans l'immobilité de Stéphane, son refus de se battre ou de fuir, sembla percer la panique. La pression sur sa main diminua très légèrement. « C'est ça, » chuchota Stéphane. « C'est bien. Je suis là pour aider. C'est Chloé qui m'envoie. La fille aux cheveux roux. Tu la connais, n'est-ce pas? Celle qui te laisse de la nourriture. Qui s'assoit et te regarde comme si tu étais la chose la plus importante au monde. » Au nom de Chloé, l'oreille du loup tressaillit. La prise sur la main de Stéphane se desserra encore. Pas beaucoup, les dents étaient toujours plantées dans sa paume, mais assez pour que Stéphane puisse sentir la circulation revenir dans ses doigts. « Elle t'appelle fantôme », continua Stéphane, gardant sa voix basse et stable malgré la douleur qui irradiait dans son bras. « Elle dit que tu es magnifique, courageux. Elle dit que tu lui rappelles qu'il est possible de continuer même quand tout fait mal. » Sa voix se brisa. « Elle a besoin de toi, mon pote. Elle a déjà tant perdu. S'il te plaît, ne la force pas à te perdre aussi. » Le loup relâcha sa main. Stéphane expira une bouffée d'air qu'il ne savait pas qui le retenait. Le sang imbiba immédiatement son gant, sombre sur la neige blanche, mais il l'ignora. Se déplaçant lentement, télégraphiant chaque mouvement, il remonta le harnais de corde. Le loup regardait, mais ne claqua pas des dents cette fois. « Je vais mettre ça autour de toi, » dit doucement Stéphane. « Ça va te sembler bizarre, mais c'est le seul moyen de te remonter. J'ai besoin que tu me fasses confiance, juste pour quelques minutes. Tu peux faire ça? » La racine craqua de nouveau, plus fort cette fois. Un morceau se détacha et tomba dans le vide. Les griffes du loup grattèrent désespérément pour une meilleure prise, mais la glace n'offrait rien. Ses pattes arrière se balancèrent, et pendant un moment à couper le souffle, Stéphane crut qu'ils allaient tous les deux y passer. Il se lança vers le haut et attrapa le loup par la cage thoracique. L'animal n'était qu'os, muscles et désespoir se tortillant dans sa poigne. Les bottes de Stéphane dérapèrent sur la paroi de la falaise, et soudain, ils étaient tous les deux suspendus à sa corde d'escalade, son mousqueton étant la seule chose entre eux et une chute de 30 mètres. Le poids du loup, facilement 45 kilos, les tira vers le bas. Le harnais de Stéphane lui cisaillait la taille et les épaules. Sa main blessée hurlait d'agonie alors qu'il essayait de maintenir sa prise. « Arrête de te débattre !» cria Stéphane. « Je te tiens. Arrête !» Le loup devint soudainement immobile. Pas de la soumission exactement, plutôt une décision. Il cessa de se débattre et se pressa contre la poitrine de Stéphane, se faisant aussi petit que possible. Son cœur battait la chamade contre son sternum, une terreur rapide qui correspondait à son propre pouls effréné. Travaillant d'une seule main, sa main blessée étant maintenant complètement inutile, Stéphane réussit à passer le harnais de corde sur la tête et les pattes avant du loup. L'animal le toléra, bien que chaque muscle de son corps restât tendu comme un fil de fer. Stéphane serra le harnais et l'attacha à son propre mousqueton. « D'accord, halta-t-il. D'accord, nous sommes connectés maintenant. Nous n'avons plus qu'à. » La racine céda avec un craquement sec comme un coup de feu. Pendant une terrible seconde, ils tombèrent. Puis la corde d'escalade se tendit brusquement, les arrêtant violemment, ce qui coupa le souffle de Stéphane. Ils se balancèrent sauvagement contre la paroi de la falaise, des roches et de la glace pleuvant autour d'eux. L'épaule de Stéphane heurta le calcaire, et quelque chose à l'intérieur fit un bruit de grincement qui promettait des semaines de douleur. Mais ils étaient en vie. D'une manière ou d'une autre, incroyablement, ils étaient toujours en vie. « D'accord », siffla Stéphane quand il put de nouveau respirer.
Changement de plan. On remonte tous les deux ensemble. À 3, tu pousses avec tes pattes arrière contre la roche. Je grimperai à la corde. Prêt? Le loup, bien sûr, ne dit rien, mais il le regardait avec ses yeux d'une intelligence troublante, et Stéphane aurait juré y voir de la compréhension. 1. Stéphane agrippa la corde au-dessus de sa tête avec sa bonne main. 2. Il positionna ses pieds contre la paroi de la falaise. 3. Il se hissa vers le haut, ses muscles hurlant. Les pattes arrière du loup trouvèrent la roche et poussèrent. Ils montèrent de 15 centimètres, puis de 15 autres. Le bras de Stéphane avait l'impression d'être arraché de son orbite, mais il tira encore et encore. Le loup poussait à chaque fois, ses griffes grattant la pierre pour trouver la moindre prise. 3 mètres. Ils avaient parcouru 3 mètres. Il en restait encore 2. La vision de Stéphane commençait à se griser sur les bords. Sa main blessée était passée d'une douleur atroce à un engourdissement inquiétant. Son bon bras était tellement contracté qu'il pouvait à peine garder sa prise sur la corde. La respiration du loup était devenue rauque et saccadée. Il était lui aussi à bout de force. On ne peut pas s'arrêter maintenant, halta Stéphane. Sandrine, si tu regardes, j'aurais vraiment besoin d'un peu de ta force têtue en ce moment. Il tira. Le loup poussa. 1 mètre restant. Et si on s'en sort, je ne ferai plus jamais rien de stupide. Je serai le garde forestier le plus ennuyeux et le plus respectueux des règles de l'histoire de l'Office national des forêts. Je remplirai des formulaires en triple exemplaire et je ne prendrai jamais de risques. Et sa main attrapa le bord du sol ferme. Avec une dernière poussée désespérée de force alimentée par l'adrénaline, Stéphane se hissa, lui et le loup, par-dessus le bord de la falaise. Ils s'effondrèrent dans un enchevêtrement de cordes, de fourrures et de membres gelés, tous deux haletants comme des poissons hors de l'eau. La neige commença immédiatement à les couvrir. La tempête était arrivée en avance, de gros flocons tombant si épais qu'ils masquaient la lisière des arbres à seulement 20 mètres de là. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Stéphane pouvait sentir le cœur du loup battre encore la chamade contre sa poitrine là où ils étaient pressés l'un contre l'autre. Son propre pouls était un tonnerre dans ses oreilles. Chaque partie de lui faisait mal. Sa main, son épaule, ses bras, son dos, tout. On l'a fait, murmura-t-il. On l'a vraiment fait, espèce d'animal fou. Le loup émit un son. Pas tout à fait un gémissement, pas tout à fait un grognement, quelque chose entre les deux. Il essaya de se lever, mais sa patte blessée céda immédiatement, et il s'effondra de nouveau dans la neige avec un souffle de frustration. Stéphane se força à s'asseoir. Sa main saignait toujours, laissant des taches sombres dans la neige blanche qui furent immédiatement recouvertes par de nouveaux flocons. Le vent hurlait maintenant, la visibilité tombant à néant. La température avait chuté d'au moins 10 degrés supplémentaires. Ils avaient besoin d'un abri. Ils avaient besoin de chaleur. Ils devaient foutre le camp d'ici avant de mourir de froid tous les deux. Il regarda le loup. Le loup le regarda en retour. C'est le moment où une personne normale appellerait les services vétérinaires, dit Stéphane. Laissez les professionnels s'en occuper. Mais Chloé ne me pardonnerait jamais si je te laissais enfermer. Et en plus, il tendit la main lentement, donnant au loup toutes les chances de le mordre à nouveau. Quand il ne le fit pas, il toucha doucement la tache blanche sur sa poitrine. La fourrure était emmêlée de glace et de sang, mais en dessous, Stéphane pouvait sentir le battement régulier du cœur de l'animal. Tu m'as fait confiance. Tu as arrêté de te battre contre moi. Il a fallu du courage. Les yeux du loup n'avaient pas quitté son visage. Dans la lumière déclinante, il brillait comme des braises. Stéphane prit sa décision. Probablement sa deuxième décision incroyablement stupide de la journée, mais il était apparemment sur une lancée. Il retira sa lourde veste de garde forestier et l'enroula autour du loup, créant une écharpe de fortune. L'animal se laissa faire avec une résistance minimale. Il était trop épuisé pour se battre, et peut-être, juste peut-être, comprenait-il que Stéphane essayait de l'aider. Mon véhicule est à environ 200 mètres par là, dit Stéphane, faisant un geste dans le vide blanc. Je vais te porter. Si tu me mords à nouveau, essaie de prendre l'autre main. D'accord? Celle-ci a eu assez d'émotion pour une journée. Il prit le loup dans ses bras, chancelant sous le poids. 45 kilos ne semblait pas beaucoup, mais répartis maladroitement sur un corps fait d'angles vifs et de membres se débattant, cela semblait le double.
Son épaule grinça et protesta. Sa main laissait échapper du sang qui gelait presque instantanément sur sa peau. Le retour au véhicule fut un cauchemar. La neige tombait si épaisse que Stéphane pouvait à peine voir à 1 mètre devant lui. Il devait naviguer de mémoire et d'instinct, priant pour ne pas tourner en rond. Le loup resta passif dans ses bras. Pas détendu, chaque muscle toujours tendu, mais ne se débattant pas. Sa tête reposait contre l'épaule de Stéphane, et il pouvait sentir sa respiration rauque contre son cou. On y est presque, marmonna Stéphane, plus pour lui-même que pour le loup. Juste un peu plus loin. Allez, Dubois. Tu n'as pas survécu à la mort de Sandrine et à la paternité célibataire juste pour mourir de froid sur une montagne avec un loup dans les bras. Ce n'est pas comme ça que cette histoire se termine. Le véhicule se matérialisa hors du blanc comme une hallucination. Stéphane faillit sangloter de soulagement. Il réussit à ouvrir le haillon d'une seule main et déposa doucement le loup dans la benne. Celui-ci essaya immédiatement de se relever, toujours poussé par l'instinct sauvage de s'échapper, de fuir, de ne pas être piégé par les humains. « Arrête » dit fermement Stéphane. « Arrête, c'est tout. Tu es en sécurité. Je te le promets, tu es en sécurité. » C'était peut-être son ton. C'était peut-être l'épuisement. Peut-être que le loup était simplement trop affaibli pour continuer à se battre. Quelle que soit la raison, il se laissa retomber, regardant Stéphane avec des yeux lassés et épuisés pendant qu'il le couvrait de couverture de survie de sa boîte à matériel, un tissu argenté réfléchissant la chaleur qui aiderait à prévenir l'hypothermie. Stéphane monta dans la cabine, sa main laissant une traînée de sang sur le volant. Il la fixa un instant, la réalité de ce qu'il venait de faire s'imposant enfin à lui. Il était descendu en rappel sur une falaise glacée par des températures négatives. Il avait été mordu par un loup sauvage. Il avait ramené ce loup à travers une tempête de neige et s'apprêtait maintenant à le conduire chez lui. Sa radio grésilla. « Dubois, ici Centrale. Vous êtes en retard pour votre rapport. Quel est votre statut ?» Il aurait dû leur dire. Aurait dû dire qu'il avait été blessé et avait besoin d'une assistance médicale. Aurait dû mentionner qu'il avait un animal sauvage dans son véhicule qui, selon la loi, devrait être remis à l'Office français de la biodiversité. Au lieu de cela, il dit « Situation résolue. Je rentre à la maison maintenant. Les routes deviennent mauvaises. Dubois, terminé. » Il démarra le moteur, mit le chauffage au maximum et dirigea le véhicule vers la maison, vers Chloé, vers tout ce qui allait suivre. Dans le rétroviseur, à travers la neige tombante, il pouvait à peine distinguer la forme du loup dans la benne. Il avait relevé la tête et le regardait à travers la lunette arrière. Leurs yeux se rencontrèrent dans le reflet, et Stéphane aurait juré que le loup hocha la tête. Le trajet jusqu'à la maison prit 40 minutes qui parurent des heures. La tempête de neige avait transformé les routes de montagne en tunnels blancs d'incertitude, où les bords de la chaussée disparaissaient dans les congères et où la ligne médiane n'était plus qu'un souvenir. Stéphane conduisait avec les 2 mains agrippées au volant, même la blessée, bien que chaque secousse envoyât de nouvelles décharges de douleur dans sa paume, ses yeux s'efforçant de percer le tourbillon hypnotique des flocons dans les phares. Toutes les quelques secondes, il jetait un coup d'œil dans le rétroviseur. Le loup n'avait pas bougé, simplement couché dans la benne, enveloppé dans des couvertures de survie comme une sorte de surréaliste burrito argenté. Ses yeux captaient parfois la lueur rouge des feux arrière, lui renvoyant des flashs comme des balises d'avertissement lointaines. À quoi diable pensait-il ? Il était garde forestier fédéral. Il connaissait la réglementation sur le bout des doigts. Transporter un animal sauvage sans les permis appropriés était illégal. Héberger un loup, un prédateur, une espèce qui suscitait la controverse partout où elle allait, pourrait lui coûter son emploi, lui valoir une amende, peut-être même une arrestation si un procureur ambitieux voulait faire un exemple. Mais il pensa au visage de Chloé quand elle regardait ses photographies, à la douceur de sa voix quand elle parlait de fantômes, la première vraie joie qu'il avait vue en elle depuis les funérailles de Sandrine. Toute vie mérite une chance. La voix de sa femme était si claire dans sa mémoire qu'il regarda le siège passager, s'attendant à moitié à la voir assise là, avec ce sourire entendu qu'elle lui adressait quand il réfléchissait trop. Le siège était vide, bien sûr, vide depuis 3 ans, mais le principe demeurait. Les lumières de sa maison apparurent à travers la tempête comme une constellation descendue sur terre. Stéphane n'avait jamais été aussi reconnaissant de voir sa maison. Il se gara dans l'allée et coupa le moteur, restant assis un moment dans le silence soudain. Le vent hurlait dehors, berçant doucement le véhicule.
La neige s'accumulait déjà sur le pare-brise. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et Chloé sortit en courant en chaussettes, ses cheveux roux fouettés par le vent. « Papa! Oh mon Dieu, tu saignes !» Stéphane sortit, la rattrapant avant qu'elle ne puisse glisser sur la glace. « Je vais bien, ma chérie. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Ta main est couverte de sang. C'est assez grave. » Elle le regardait avec ses yeux verts, les yeux de Sandrine, grands ouverts de peur et d'inquiétude. « J'ai dû aider un animal, » dit Stéphane. « Et j'ai besoin que tu restes calme à ce sujet, d'accord ? Parce que cet animal a besoin de notre aide, et si tu paniques, tu vas lui faire encore plus peur qu'il ne l'est déjà. » L'expression de Chloé passa de la peur à la curiosité. « Quel genre d'animal ? » Au lieu de répondre, Stéphane la conduisit à l'arrière du véhicule et abaissa le haillon. Le loup releva la tête des couvertures, fixant Chloé de ses yeux ambrés. La neige s'était accumulée sur son museau, le faisant paraître encore plus fantomatique que d'habitude. Les mains de Chloé volèrent à sa bouche. Pendant un moment, elle resta là, figée, à le regarder. Puis, dans un murmure si bas que Stéphane l'entendit à peine par-dessus le vent, « Fantôme ». L'oreille du loup tressaillit au son de son nom. Sa queue, qui avait été immobile comme de la pierre, bougea une fois, deux fois, un remuement hésitant. « Oh mon Dieu » souffla Chloé. « Papa, tu as sauvé Fantôme. Tu l'as vraiment sauvé. » Elle se tourna vers Stéphane avec des larmes coulant sur son visage, et soudain elle le serrait dans ses bras, férocement, malgré le sang, le froid et tout le reste. « Merci. 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 Aide-moi à l'amener à l'abri de jardin, dit Stéphane, la voix rauque. Il est blessé et il a froid, et nous devons faire vite. Chloé hocha la tête, soudainement très sérieuse. Elle courut en avant pour ouvrir l'abri de jardin, une structure en bois patiné que Stéphane avait isolée l'automne dernier quand il avait prévu de l'utiliser comme atelier. Il y avait un radiateur d'appoint à l'intérieur, des étagères avec des fournitures, et assez de place pour la grande cage de transport pour chiens qu'il avait acheté quand ils avaient envisagé de prendre un animal de compagnie. Ce projet était tombé à l'eau quand Sandrine était tombée malade, mais ils ne s'étaient jamais débarrassés de la cage. Ensemble, père et fille portèrent le loup jusqu'à l'abri. L'animal s'était de nouveau raidi, chaque muscle tendu, mais il ne se débattit pas. Ses yeux s'agitaient, observant ce nouvel environnement avec l'hypervigilance d'une créature qui avait appris à ses dépens que les espaces clos signifiaient souvent des pièges. Ils déposèrent le loup sur une pile de vieilles couvertures à l'intérieur de la cage. Stéphane avait laissé la porte de la cage ouverte, en faisant un abri plutôt qu'une prison, et le loup se recula immédiatement dans le coin le plus éloigné, essayant de se faire aussi petit que possible. « C'est bon, » dit doucement Chloé, s'agenouillant à quelques mètres de là. « Tu es en sécurité ici. Je te promets que tu es en sécurité. » Le loup l'observait de ses yeux ambrés et fixes. Sa respiration était rapide et superficielle. Stress, douleur, ou les deux. De près, sous les dures lumières laides de l'abri, l'étendue de ses blessures était plus apparente. La vieille blessure par balle sur sa patte arrière était enflée et d'aspect irrité là où l'escalade avait rouvert de vieilles cicatrices. Ses pattes étaient déchirées et saignaient. Et il y avait quelque chose dans ses yeux. Un épuisement profond, ancré dans ses os, qui allait au-delà du traumatisme physique. « Nous devons soigner ses blessures, » dit Stéphane. « Mais d'abord, je dois m'occuper de ça. » Il leva sa main blessée. Les perforations avaient cessé de saigner, mais elles devaient être nettoyées et correctement pansées avant qu'une infection ne s'installe. « Vas-y, » dit Chloé, sans quitter le loup des yeux. « Je reste avec lui. Je ne le toucherai pas ou quoi que ce soit. Je serai juste là. Pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. » Stéphane voulait protester. Voulait dire que laisser sa fille de 12 ans seule avec un loup sauvage était de la folie. Mais quelque chose dans le visage de Chloé, cette certitude absolue, cette compassion profonde, l'arrêta. Elle était la fille de Sandrine. Et Sandrine avait toujours su comment apprivoiser les créatures les plus sauvages et les plus effrayées. « Garde la porte de l'abri ouverte, » dit Stéphane. « S'il devient agressif, tu cours. N'hésite pas. Cours, c'est tout. Il ne me fera pas de mal, papa. Chloé. Il ne le fera pas. Je le connais et il me connaît. » Il n'y avait pas d'argument possible face à une telle foi. Stéphane quitta l'abri et entra dans la maison, sa main lançant à chaque battement de cœur.
Dans la salle de bain, il fit couler de l'eau sur les blessures, regardant le sang tourbillonner en rose dans le lavabo. Les perforations étaient nettes, au moins. Les dents du loup étaient assez acérées pour faire des trous propres plutôt que des déchirures. Il arrosa le tout de peroxyde d'hydrogène, serrant les dents contre la douleur brûlante, puis enveloppa sa paume de gaz et de ruban médical. Le visage qui le regardait dans le miroir de la salle de bain était hagard et pâle, avec des cernes sous les yeux qui parlaient de trop de nuits blanches et de trop de chagrin porté trop longtemps. Mais il y avait autre chose là aussi. Quelque chose qui n'était pas là ce matin. Une étincelle de quelque chose qu'il pensait avoir perdu dans le service d'oncologie 3 ans plus tôt. Un but. Quand il retourna à l'abri 20 minutes plus tard, portant la trousse de premier secours et un bol de poulet cru du congélateur, il s'arrêta sur le seuil, frappé par la scène qui s'offrait à lui. Chloé s'était rapprochée de la cage. Pas de beaucoup, peut-être 30 centimètres, mais assez pour que le loup ait pu l'atteindre s'il l'avait voulu. Elle parlait d'une voix basse et régulière. Les mots eux-mêmes n'avaient pas vraiment d'importance, seulement le ton. Calme, sûr, aimant. « Je t'observe depuis 6 mois, disait-elle. Chaque fois que je vais dans les bois, je te cherche. Je m'inquiète que tu sois seul, que tu aies assez à manger. Que tu aies froid la nuit. Je sais que tu penses probablement que les humains sont terribles, et tu as raison en grande partie. Mais nous ne sommes pas tous mauvais. Certains d'entre nous veulent t'aider. Certains d'entre nous voient à quel point tu es courageux et magnifique. » La posture du loup avait changé. Toujours méfiant, toujours prêt à s'enfuir, mais ne dégageant plus autant de peur. Ses yeux n'avaient pas quitté le visage de Chloé. Maman disait que chaque être vivant veut juste être vu, continua Chloé. Vraiment vu. Pas jugé, ni craint, ni utilisé. Juste reconnu, respecté. Et je te vois, fantôme. Je vois comment tu continues même si tout fait mal. Je vois que tu as peur en ce moment, mais que tu essaies d'être courageux. Je te vois. Le loup émit un son, bas et grondant, mais pas agressif. Presque interrogateur. Chloé étendit lentement sa main, paume vers le bas, les doigts repliés, ne tendant pas la main vers le loup, juste offrant, laissant le loup choisir. Non, murmura Stéphane depuis le seuil. Mais il était trop tard. Le loup s'était avancé, étirant son cou, son nez travaillant. Il renifla la main de Chloé une fois, 2 fois, puis si doucement que Stéphane faillit le manquer, la langue du loup toucha les doigts de Chloé. Juste un bref contact, là et aussitôt disparut. Le visage de Chloé se transforma. Le chagrin et la perte qui y vivait depuis la mort de sa mère semblèrent se lever un instant, remplacés par un pur émerveillement. « Salut, murmura-t-elle. Salut, fantôme. Je suis si contente que tu sois là. » Stéphane posa la trousse de premier secours et le poulet, se déplaçant lentement pour ne surprendre personne. Nous devons vérifier ses blessures. Je sais. Chloé ne retira pas sa main. Le loup la reniflait toujours, sa queue donnant maintenant de lents et incertains battements. Mais peut-être le laisser s'habituer à nous d'abord. Nous avons le temps. Il n'en avait pas vraiment. La patte du loup avait besoin d'attention. Ses coussinets déchirés devaient être nettoyés. Mais Stéphane se retrouva à hocher la tête quand même. Parfois, la guérison n'était pas une question d'efficacité. Parfois, c'était une question de confiance. Il s'assit sur le sol de l'abri, le dos contre le mur, regardant sa fille communier avec un animal sauvage pendant que la tempête de neige faisait rage à l'extérieur. Le radiateur d'appoint bourdonnait doucement, remplissant l'abri de chaleur. La neige s'entassait contre les fenêtres, et quelque part dans la maison, l'horloge sonna 7 fois, marquant l'heure. Finalement, la respiration du loup ralentit. Ses yeux commencèrent à se fermer. L'épuisement l'emportait enfin sur la peur et l'adrénaline. Chloé retira soigneusement sa main et se glissa pour s'asseoir à côté de son père. « Il va s'en sortir, dit-elle. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation. « Je l'espère, ma chérie. Il le fera. Parce qu'il nous a maintenant, et nous n'abandonnons pas les gens ou les animaux que nous aimons. » Stéphane passa son bras valide autour de sa fille et la serra contre lui. Elle se pencha contre lui, et pendant un moment, ils restèrent assis là dans le silence chaleureux, écoutant la respiration progressivement plus régulière du loup. « Maman aurait adoré ça, dit doucement Chloé. Oui, acquiesça Stéphane, la voix épaisse. Elle aurait vraiment adoré. Dehors,
la tempête continuait son assaut sur les montagnes. Mais à l'intérieur de l'abri, 3 âmes, 2 humaines, une louve avaient trouvé quelque chose qui leur manquait à toutes. Une famille, aussi étrange et impossible soit-elle. Les yeux du loup se fermèrent enfin. Dans le sommeil, la tension quitta son corps, et il ressemblait moins à un prédateur sauvage qu'à ce qu'il était vraiment, un vieil animal blessé qui avait survécu à bien plus que ce qu'aucune créature ne devrait avoir à endurer. Chloé se leva et drapa doucement une autre couverture sur le loup, la bordant autour de son corps. L'animal bougea, mais ne se réveilla pas. « Dors, fantôme, murmura-t-elle. Tu es à la maison maintenant. » Et contre toute attente, toute logique, toute raison, cela semblait vrai. La semaine suivante se déroula dans une étrange bulle d'espoir prudent. La tempête de neige fit rage pendant 3 jours, ensevelissant tout sous un mètre de neige et rendant tout déplacement impossible. Stéphane appela au travail, prétextant que les routes étaient trop dangereuses, ce qui était vrai, et ne mentionna pas le loup en convalescence dans son abri de jardin. L'école de Chloé était fermée. Le monde se rétrécit à leur propriété, au vent hurlant et à l'animal dont ils apprenaient à s'occuper. Le loup, fantôme, comme il s'était pleinement engagé à l'appeler maintenant, guérissait lentement. La première nuit, pendant qu'il dormait du sommeil épuisé des traumatisés, Stéphane avait réussi à nettoyer et panser ses pires blessures. Les pattes déchirées, la blessure par balle rouverte sur sa patte arrière, les dizaines de coupures et d'abrasions plus petites de la falaise. Fantôme s'était réveillé une fois pendant cela, ses yeux s'ouvrant brusquement avec alarme, mais Chloé était là, parlant de sa voix douce, et le loup avait permis à Stéphane de continuer. Le deuxième jour, Fantôme mangeait de petites quantités. Chloé avait fait des recherches sur le régime alimentaire des loups en ligne et préparait des repas de poulet cru, de bœuf cru et d'un œuf occasionnel. Elle s'asseyait juste à l'extérieur de la cage et poussait les bols de nourriture, puis se retirait pour donner de l'espace à Fantôme. Au début, il attendait qu'il quitte complètement l'abri avant de manger. Le 4e jour, il mangeait pendant que Chloé était assise tranquillement à proximité, le regardant de ses yeux verts patients. « Il te fait plus confiance qu'à moi », observa Stéphane un après-midi, debout sur le seuil pendant que Chloé persuadait Fantôme de prendre un morceau de viande de sa main. « C'est parce que je ne tourne pas autour de lui comme un père inquiet, » dit Chloé avec un léger sourire. « Je suis juste là. J'existe près de lui sans rien attendre de lui. C'est ça, la confiance. » Stéphane s'émerveilla de la sagesse de sa fille. Quand avait-elle grandi? Quand avait-elle appris ces choses? Ou peut-être les avait-elle toujours sues, héritées de Sandrine avec ses cheveux roux et ses yeux impossibles à tromper. Le 6e jour, Fantôme se tenait debout sans tomber. Sa patte blessée ne supportait toujours pas correctement son poids, le boitement ne guérirait probablement jamais complètement, mais il pouvait se déplacer dans l'abri, inspectant les coins, testant les limites de ce nouveau monde étrange dans lequel il se trouvait. Il avait cessé de se recroqueviller dans le coin de la cage et avait commencé à dormir à l'air libre, étendu sur les couvertures que Chloé avait arrangées pour lui. Le 7e jour, Chloé réveilla son père à l'aube en lui secouant l'épaule avec insistance. « Papa. Papa, il faut que tu vois ça. » Stéphane sortit du lit en titubant, son esprit sautant immédiatement au pire scénario. Fantôme s'était échappé. Fantôme était devenu agressif. Fantôme avait. Dans l'abri, Chloé se tenait complètement immobile, respirant à peine. Et Fantôme, le loup sauvage qui était suspendu à une falaise une semaine auparavant, était couché avec la tête reposant sur le pied de Chloé. « Depuis combien de temps est-il comme ça ?» chuchota Stéphane. « Je suis sorti il y a une demi-heure pour le nourrir, » répondit Chloé à voix basse. « Il a mangé, puis il est juste venu s'allonger. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, figé, pendant 20 minutes et ma jambe est endormie. Mais papa, il a choisi d'être près de moi. Il l'a choisi. » Les yeux du loup étaient ouverts, les observant avec cette intelligence alerte qui ne s'éteignait jamais vraiment, mais il n'y avait aucune tension dans son corps, aucune disposition à fuir. Il semblait incroyablement content. « Eh bien, dit prudemment Stéphane, je suppose que ça règle la question de savoir s'il s'habitue à nous. » Cet après-midi-là, le soleil perça enfin les nuages. La tempête était passée, laissant derrière elle un monde transformé en un palais de cristal de neige et de glace. Stéphane savait qu'il devait appeler quelqu'un. L'Office français de la biodiversité, au minimum. Il y avait des protocoles pour ce genre de choses. Des voies appropriées, des exigences légales. Il tendait la main vers son téléphone quand on frappa à la porte.
Le sang de Stéphane se glaça. À travers la fenêtre, il pouvait voir une camionnette dans l'allée, une grosse camionnette avec « Domaine Lefebvre » peint sur la portière. Et debout sur son Porsche, chapeau à la main, se tenait Nicolas Lefebvre. Lefebvre avait 58 ans et les faisait tous. Son visage était un cuir buriné, creusé de lignes qui parlaient de travail acharné et de pertes encore plus dures. Ses yeux, bleus comme la glace des glaciers, contenaient ce genre de vide qui vient lorsqu'on a enterré un conjoint. Stéphane reconnaissait ce regard. Il le voyait dans son propre miroir chaque matin. « Monsieur Dubois », dit Lefebvre quand Stéphane ouvrit la porte. Sa voix était rauque, comme s'il ne l'avait pas beaucoup utilisée depuis un moment. « Je m'excuse de me présenter sans préavis, mais les nouvelles vont vite dans un petit village, et j'ai entendu. » « Eh bien, j'ai entendu que vous aviez un loup. » La main de Stéphane se déplaça instinctivement vers le cadre de la porte, bloquant l'entrée. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« S'il vous plaît. » Lefebvre leva les mains, montrant qu'elles étaient vides. « Je ne suis pas ici pour causer des ennuis. Je suis ici parce que ce loup, si c'est celui que je pense, m'appartient. » « Vous appartient ?» La voix de Stéphane devint plate et dangereuse. « Les loups n'appartiennent à personne. » Mauvais choix de mots. Lefebvre se balança, l'air mal à l'aise. « Ce que je veux dire, c'est que je traque cet animal en particulier depuis 2 ans. » Tache blanche sur la poitrine, cicatrice sur l'œil gauche, boitement prononcé de la patte arrière droite. « Ça vous dit quelque chose ?» Stéphane ne dit rien, ce qui était une réponse suffisante. « Ce loup a tué 30 de mes moutons il y a 10 ans, continua Lefebvre. Plus que ça, il était là la nuit où mon fils a cessé de parler. La nuit qui a déclenché la chaîne d'événements qui s'est terminée avec ma femme dans une tombe et mon garçon incapable de prononcer son nom à l'enterrement. » Sa voix se brisa. « Alors vous comprendrez pourquoi j'ai besoin que vous me le remettiez. Pour que vous puissiez le tuer. Ce n'était pas une question. Pour que je puisse tourner la page. » Lefebvre le regarda dans les yeux. « Je chasse cet animal depuis 2 ans, monsieur Dubois. Chaque fois que je m'approchais, il disparaissait comme de la fumée, comme un fantôme. Maintenant, il est dans votre abri, blessé, piégé. C'est ma chance. La seule chance que j'aurai peut-être. » Derrière Stéphane, la voix de Chloé retentit, claire et dure. Il n'était pas là. Les 2 hommes se tournèrent. Chloé se tenait dans le couloir, sa petite silhouette rigide de fureur. « Fantôme n'était nulle part près de votre domaine il y a 10 ans. Je le documente avec des appareils photo animaliers depuis 6 mois. J'ai envoyé toutes mes données à la docteure Isabelle Martin de l'OFB. Elle a confirmé son identité par rapport à leur base de données de suivi. Il y a 10 ans, Fantôme faisait partie d'une meute à 300 km au nord d'ici. Il n'est venu dans cette région qu'il y a 8 ans, et à ce moment-là, il était seul. Il n'a jamais fait partie d'une meute qui a attaqué du bétail. » Le visage de Lefebvre s'était figé. « Ce n'est pas possible. C'est la vérité. » Chloé sortit son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. « Regardez, voici l'email du docteur Martin. Voici les rapports de suivi. Fantôme a un marqueur génétique distinctif. Cette tache blanche sur la poitrine est héréditaire et rare. Il n'y a que 17 loups en France avec cette caractéristique, et tous ont été suivis depuis leur naissance. La lignée de Fantôme est documentée. Il n'était même pas dans la vallée des Anges lorsque votre domaine a été attaqué. » Stéphane observa le visage de Lefebvre alors que l'homme lisait l'écran du téléphone de Chloé, observa la couleur quitter ses joues, observa quelque chose de fondamental se fissurer derrière ses yeux de glacier. « Je me suis trompé, » dit Lefebvre, sa voix à peine audible. Pendant tout ce temps, 2 ans de traque, de planification, et ce n'était même pas lui. Il leva les yeux, et Stéphane vit des larmes couler sur le visage buriné. « Je me suis convaincu que c'était lui parce que j'avais besoin de quelqu'un à blâmer, quelque chose à chasser. Un monstre à tuer pour que je puisse dormir la nuit. » Il s'affaissa sur la marche du Porsche, le téléphone tombant de ses mains. « Mon fils n'a pas parlé depuis 10 ans. Ma femme s'est suicidée parce qu'elle ne supportait pas de le voir souffrir, et j'ai passé chaque jour depuis à essayer de faire du mal à quelque chose de la même manière que j'ai été blessé. Mais c'était le mauvais animal. Un animal innocent. » Chloé s'avança, sa fureur précédente s'adoucissant en quelque chose de plus doux. « Vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelqu'un, monsieur Lefebvre. Ma mère est morte il y a 3 ans.
Un cancer. Et pendant longtemps, j'étais en colère contre tout. En colère contre les médecins qui ne pouvaient pas la sauver. En colère contre Dieu de l'avoir prise. En colère contre mon propre corps d'être en bonne santé alors que le sien ne l'était pas. Cette colère a failli me tuer. Elle me rongeait de l'intérieur. Qu'est-ce qui a changé? La voix de Lefebvre était brisée. Fantôme. Chloé jeta un coup d'œil vers l'abri. Le voir survivre seul, blessé, abandonné par sa propre meute. Le voir continuer jour après jour, même si tout faisait mal. Ça m'a fait réaliser que la douleur ne doit pas nous rendre cruels. Elle peut nous rendre plus forts, plus gentils, plus conscients de la souffrance des autres. Lefebvre s'essuya les yeux du dos de sa main. Votre fille est sage au-delà de son âge, monsieur Dubois. C'est la fille de sa mère, dit doucement Stéphane. Ils restèrent en silence un moment, le seul son étant le goutte-à-goutte de la neige fondante du toit. Puis Lefebvre se leva, époussetant les cristaux de glace de son jean. Je devrais y aller. Je m'excuse de vous avoir dérangé, et pour tout le reste. Attendez. Stéphane se surprit à le dire. Voudriez-vous le rencontrer? Fantôme? Je veux dire, peut-être que ça aiderait. Peut-être que de voir qu'il n'est qu'un vieil animal blessé, pas un monstre, pourrait vous donner ce que vous cherchez. Lefebvre parut incertain. Je ne veux pas le déranger. Il est en fait assez calme maintenant, dit Chloé. Si vous bougez lentement et parlez doucement. Si vous venez avec gentillesse au lieu de haine. Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'abri, tous les trois, leurs bottes craquant dans la neige. Chloé ouvrit la porte doucement, et de l'air chaud s'échappa, ainsi que l'odeur d'animal, de couverture et de la chaleur électrique du radiateur. Fantôme était réveillé, couché sur son nid de couverture. Quand il vit Stéphane et Chloé, sa queue remua. Quand il vit Lefebvre, il devint très immobile. Doucement, Fantôme, dit doucement Chloé. Cet homme n'est pas ici pour te faire du mal. Il a juste besoin de comprendre certaines choses. Lefebvre se tenait sur le seuil, regardant fixement le loup. Il est tellement plus petit que dans mon souvenir. Dans ma tête, il était énorme, un monstre avec des dents comme des couteaux. Mais il est juste vieux, blessé et effrayé. Il a 11 ans, dit Stéphane. C'est un âge avancé pour un loup dans la nature. Il a survécu à des blessures par balles, des pièges et à la perte de toute sa famille. Il a été exilé de sa meute il y a 2 ans et est seul depuis. Exilé, répéta Lefebvre. Comme moi. Je me suis exilé de ma communauté, de mes voisins, de tous ceux qui ont essayé d'aider après la mort de Linda. Je me suis dit que c'était parce qu'ils ne comprenaient pas. Mais en réalité, je voulais juste être seul avec ma douleur. Fantôme s'était levé, observant Lefebvre de ses yeux ambrés et fixes. Lentement, avec hésitation, le loup boita vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit au bord de son nid de couverture, aussi près de Lefebvre que l'espace le permettait. Il n'a pas peur de vous, observa Chloé. C'est bizarre. Il devrait avoir peur. Vous êtes un étranger. Mais c'est comme s'il pouvait dire que vous n'êtes pas une menace. Peut-être qu'il reconnaît un autre exilé, dit Lefebvre. Il s'agenouilla, prenant soin de rester à la porte, de ne pas entrer dans l'espace de Fantôme. Je suis désolé, dit-il au loup. Je suis désolé de t'avoir chassé. Désolé d'avoir voulu ta mort. Désolé de t'avoir blâmé pour des choses qui n'étaient pas de ta faute. Sa voix se brisa de nouveau. J'ai été si en colère pendant si longtemps que j'ai oublié comment être autre chose. Fantôme inclina la tête, ce geste canin universel de curiosité. Puis, dans un mouvement qui fit retenir leur souffle aux 3 humains, le loup boita vers l'avant jusqu'à se tenir directement devant Lefebvre. Ils se regardèrent, l'homme et le loup, tous deux balafrés, tous deux meurtris, tous deux survivants de pertes qui les avaient presque détruits. Le nez de Fantôme toucha la main de Lefebvre, juste une fois, un bref contact. Et Nicolas Lefebvre, propriétaire terrien, veuf et père brisé, s'effondra complètement. Il sanglota comme les hommes sanglotent quand ils se retiennent depuis des années. De grands hoquets convulsifs qui secouaient tout son corps. Elle me manque tellement, suffoqua-t-il. Linda me manque chaque jour, et je ne sais pas comment vivre dans un monde où elle n'existe pas. Chloé s'agenouilla à côté de lui, cet enfant de 12 ans qui comprenait le deuil d'une manière qu'aucun enfant ne devrait avoir à connaître. On vit en se souvenant qu'elle vous aimait et qu'elle voudrait que vous soyez heureux.
qu'elle voudrait que vous vous pardonniez au monde et que vous trouviez la paix. Fantôme, de manière stupéfiante, se coucha et posa son menton sur le genou de Lefebvre. La gorge de Stéphane se serra. Il avait passé la dernière semaine à regarder ce loup réapprendre à faire confiance. Maintenant, il regardait un homme faire la même chose. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, ils s'aidaient mutuellement. Quand Lefebvre se ressaisit enfin, il toucha doucement le sommet de la tête de Fantôme. Le loup le permit. « Merci », murmura Lefebvre. « De m'avoir montré que tout ne doit pas être une question de vengeance. Que certaines choses peuvent être une question de guérison. » Il se leva lentement et Fantôme recula respectueusement, retournant à son nid de couverture. Lefebvre se tourna vers Stéphane et Chloé. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, de la nourriture pour lui, des fournitures, de l'aide avec la loi si l'OFB pose des questions, appelez-moi. Je dois à cet animal une dette que je ne pourrai jamais entièrement rembourser. Nous appellerons, promit Stéphane. » Après le départ de Lefebvre, Chloé se tourna vers son père. C'était intense. Oui, acquiesça Stéphane. Oui, ça l'était. Ils regardèrent Fantôme, qui les observait avec cette expression savante qui suggérait qu'il comprenait bien plus qu'un loup ne devrait être capable de comprendre. Sa queue remua une fois. « Je pense qu'il va s'en sortir, » dit Chloé. « Je pense que nous tous aussi. » Et pour la première fois en 3 ans, Stéphane s'autorisa à croire que cela pourrait être vrai. La paix dura exactement 11 jours de plus. Le 22 février, 3 semaines après que Stéphane eut sorti Fantôme de la falaise, Chloé attrapa de la fièvre. Rien de grave au début, juste un rhume, une légère température, le genre de choses que les enfants attrapent tout le temps. Mais l'après-midi, elle avait 39 degrés Celsius et se plaignait de frissons malgré les couvertures enroulées autour d'elle sur le canapé. « Je vais bien, papa », insistait-elle, même si ses dents claquaient. « Je dois juste nourrir Fantôme. »« Je vais nourrir Fantôme. »« Tu dois te reposer. »« Mais il m'attend. Si je ne viens pas, il va s'inquiéter. » Le fait que sa fille se préoccupe plus de l'état émotionnel du loup que de sa propre santé était à la fois touchant et exaspérant. « Je lui dirai que tu es malade. » Les loups comprennent la maladie. Stéphane s'emmitoufla et se dirigea vers l'abri avec le repas du soir de Fantôme, 1 kilo de bœuf cru et un quartier de poulet. Quand il ouvrit la porte, Fantôme se leva immédiatement, la queue battant d'anticipation. Mais quand il vit que c'était Stéphane seul, ses oreilles se couchèrent en arrière de confusion. « Chloé ne se sent pas bien », expliqua Stéphane, posant les bols de nourriture. « Elle reviendra demain. Ce n'est que toi et moi ce soir, mon pote. » Fantôme s'approcha prudemment de la nourriture, la renifla, mais ne mangea pas. Au lieu de cela, il alla à la porte et gémit, regardant vers la maison. « Elle va bien », l'assura Stéphane. « Juste de la fièvre. Rien de grave. » Mais Fantôme continua de gémir, faisant les 100 pas entre la nourriture et la porte, clairement agité. Il hurla une fois, puis regarda Stéphane comme pour demander la permission ou exiger une action. Le lien entre la fille et le loup était devenu plus fort que Stéphane ne l'avait réalisé. « D'accord », soupira Stéphane. « Viens, mais juste pour 1 minute, et tu dois être calme. Elle est malade et a besoin de repos. » Il ouvrit la porte de l'abri, et Fantôme sortit immédiatement en boitant, se dirigeant droit vers la maison. Stéphane dut trottiner pour le suivre, ses bottes glissant sur le chemin verglacé. Fantôme s'arrêta à la porte arrière, regardant Stéphane avec attente. C'était de la folie, faire entrer un loup dans sa maison, mais rien au cours des 3 dernières semaines n'avait été sain d'esprit, alors pourquoi s'arrêter maintenant? Chloé somnolait sur le canapé quand ils entrèrent. Au bruit du mouvement, ses yeux s'entr'ouvrirent. Quand elle vit Fantôme, son visage se transforma malgré la rougeur de la fièvre sur ses joues. « Fantôme? Tu es venu voir comment j'allais ?» Le loup s'approcha prudemment, reniflant sa main, son visage, sentant clairement la maladie sur elle. Puis il se coucha sur le sol à côté du canapé, la tête reposant sur ses pattes, positionnée de manière à pouvoir voir à la fois Chloé et la porte. En position de garde. « Tu vois, papa. » Chloé sourit faiblement. « Il s'inquiète pour moi, apparemment. » Stéphane resta là, à regarder le loup sauvage qui s'était installé sur le sol de leur salon. « D'accord, Fantôme peut rester un peu. Mais Chloé, tu dois prendre ce médicament et dormir un peu.
Il lui donna de l'ibuprofène pour la fièvre et lui fit boire un grand verre d'eau. En quelques minutes, elle dormait de nouveau, sa respiration profonde et régulière. Fantôme ne bougea pas, la regardant simplement de ses yeux ambrés, reniflant parfois l'air comme pour surveiller l'évolution de sa maladie. Stéphane était sur le point de retourner à la cuisine lorsque des phares balayèrent la fenêtre avant. Un véhicule se garait dans l'allée. Il se dirigea vers la fenêtre et sentit son estomac se nouer. La camionnette de Nicolas Lefebvre, et à côté, un autre véhicule, une voiture de gendarmerie. Stéphane reconduisit rapidement Fantôme vers la cuisine. Chambre. Maintenant, va. Fantôme résista, ne voulant pas quitter Chloé. Mais Stéphane insista. Je sais que tu veux la protéger, mais s'il te voit, ça va causer des problèmes pour nous tous. Va. À contre-cœur, Fantôme boita vers l'arrière de la maison. Stéphane le guida dans la chambre principale et ferma la porte, puis prit une profonde inspiration et répondit au coup frappé à la porte. Lefebvre se tenait sur le porche, et à côté de lui se trouvait l'adjudant Pierre Moreau, un homme d'une 50aine d'années que Stéphane connaissait des réunions de la communauté. L'expression de Moreau était professionnellement neutre, mais Lefebvre avait l'air profondément mal à l'aise. « Bonsoir, Dubois, dit Moreau. Désolé de vous déranger. On a reçu un signalement selon lequel vous hébergeriez illégalement un animal sauvage. Ça vous dérange si on entre? Qui a fait le signalement? Demanda Stéphane, bien qu'il ait le sentiment désagréable de déjà connaître la réponse. Un tuyau anonyme, mais l'appelant était assez précis dans les détails. A dit que vous aviez un loup gris sur votre propriété depuis 3 semaines. C'est vrai? L'esprit de Stéphane tournait à toute vitesse. Il pouvait mentir, mais Moreau voudrait fouiller, et les mensonges ne font qu'aggraver les choses une fois que la vérité éclate. J'ai sauvé un loup blessé d'une falaise il y a 3 semaines. Oui. Je lui ai fourni des soins médicaux pendant sa guérison. C'est une violation de la loi sur les espèces protégées, dit Moreau. Même avec de bonnes intentions, vous êtes tenu de signaler les animaux sauvages blessés à l'OFB dans les 24 heures. Vous le savez. Je le sais, admit Stéphane, et j'aurais dû appeler, mais le loup était en mauvais état, et j'avais peur qu'il l'euthanasie plutôt que de soigner ses blessures. Ce n'est pas à vous de prendre cette décision. Le ton de Moreau était doux mais ferme. Je vais avoir besoin que vous remettiez l'animal aux autorités compétentes. Derrière Stéphane, une voix dit « Vous ne pouvez pas prendre Fantôme ». Tout le monde se tourna. Chloé était apparue du salon, enveloppée dans des couvertures, le visage rouge de fièvre. Ce n'est pas un loup quelconque. Il est spécial. Il est. Chloé, retourne te coucher, dit Stéphane. Non. Sa voix se brisa et Stéphane pouvait entendre les larmes menacées. Fantôme a traversé tellement de choses. Il a perdu sa famille, on lui a tiré dessus, il a vécu seul pendant des années. Nous sommes les premières personnes à avoir été gentilles avec lui. Si vous l'emmenez maintenant, ça le brisera. Ça nous brisera tous. Moreau parut peiné. Mademoiselle, je comprends que vous ayez noué un attachement, mais c'est une question de sécurité. Les loups sont des animaux sauvages. Ils sont imprévisibles. Quelqu'un pourrait être blessé. Il n'est pas imprévisible, insista Chloé. Il est doux. Il est ici depuis 3 semaines et n'a montré aucune agressivité une seule fois. Il mange dans ma main, il dort près de moi. Il était juste dans notre salon, à veiller sur moi parce qu'il savait que j'étais malade. Est-ce que ça ressemble à un animal dangereux? Ça ressemble à un loup qui devient trop à l'aise avec les humains, dit Moreau, ce qui est en fait plus dangereux à long terme. Il perd sa peur, se sent à l'aise, et puis un jour, ses instincts sauvages prennent le dessus et quelqu'un se fait mordre. Un hurlement coupa la conversation. Long, plaintif, venant de l'arrière de la maison. Fantôme avait entendu les voix s'élever et répondait de la seule manière qu'il connaissait. Le son était déchirant. Pas agressif, mais suppliant. Ne m'emmenez pas. Ne me laissez pas de nouveau seul. L'expression de Moreau s'adoucit légèrement. C'est le loup. C'est Fantôme, dit Chloé. Et il a peur parce qu'il nous entend nous disputer et il pense que quelqu'un va encore lui faire du mal, parce que c'est tout ce que les humains lui ont fait avant nous. Lefebvre, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit enfin la parole. Adjudant Moreau, si je pouvais dire quelque chose. Allez-y, Nicolas.
C'est moi qui ai passé l'appel anonyme, dit Lefebvre, et Stéphane sentit la trahison monter, brûlante, dans sa poitrine. Je l'ai fait parce que j'étais en colère, parce qu'une partie de moi voulait toujours que ce loup disparaisse, même après tout, même après avoir compris que je m'étais trompé à son sujet. Il prit une profonde inspiration. Mais je vous demande maintenant de ne pas le prendre. Je vous demande de me laisser retirer la plainte. Moreau fronça les sourcils. Nicolas, vous ne pouvez pas simplement. J'ai porté la haine dans mon cœur pendant 10 ans, continua Lefebvre. Cette haine m'a pris ma femme. A pris la voix de mon fils. A failli prendre mon humanité. Et il y a 3 semaines, ce loup, celui que je chassais, celui que je voulais mort, il m'a regardé avec plus de compassion que je n'en ai montré à aucun être vivant depuis la mort de Linda. Il m'a pardonné sans même que je le demande. Si vous le prenez maintenant, vous ne protégez personne. Vous ne faites qu'apprendre à mon fils qu'il n'y a pas de rédemption. Qu'une fois que l'on est brisé, on reste brisé. Il ne s'agit pas de sentiments, Nicolas. Il s'agit de la loi. Alors changez la loi. La voix de Lefebvre s'éleva. Ou contournez-la. Ou fermez les yeux. Vous avez un pouvoir discrétionnaire, Pierre. Utilisez-le. Parce que si vous prenez cet animal, vous prenez la seule chose qui a donné de l'espoir à cette petite fille. Vous prenez la chose qui a fait qu'un vieil homme amer se souvienne comment être humain. Et pourquoi? Pour suivre un règlement qui a été écrit par des gens qui n'ont jamais rencontré ce loup spécifique dans cette situation spécifique. Moreau regarda Stéphane. L'animal est-il en sécurité? Il est dans la chambre. La porte est fermée. Et il n'a montré aucun comportement agressif? Soyez honnête. Il m'a mordu la main une fois, admit Stéphane. Le jour où je l'ai sauvé. Il était terrifié et souffrait, et j'étais un étranger essayant de l'attraper alors qu'il était suspendu à une falaise. Depuis, rien. Il a été complètement docile. Il mange dans la main de Chloé. Il regarde la télé avec nous. Il ressemble plus à un chien qu'à un loup à ce stade. C'est ça le problème, dit Moreau. Les loups habitués sont imprévisibles. S'il sort, rencontre des étrangers qui ne le connaissent pas, quelqu'un pourrait être blessé. Alors nous nous assurons qu'il ne sorte pas, dit Chloé. Nous construirons un enclos approprié. Nous obtiendrons les bons permis. Nous ferons tout légalement. Ne l'emmenez pas, s'il vous plaît. Moreau resta silencieux un long moment. Finalement, il soupira. Je dois être fou. Voici ce qui va se passer. Vous avez 48 heures pour contacter la docteure Isabelle Martin de l'OFB. C'est l'experte de l'État sur le comportement et la réhabilitation des loups. Vous la faites venir ici pour évaluer l'animal. Si elle dit qu'il est sûr de le garder dans des conditions supervisées et si elle est prête à parrainer un permis spécial, alors nous pourrons parler de rendre cela légal. Si elle dit qu'il doit aller dans un refuge animalier ou être déplacé, alors c'est ce qui arrivera. D'accord? D'accord, dit immédiatement Stéphane. Et en attendant, ce loup ne quitte pas votre propriété. Même pas pour aller à l'abri. Il reste à l'intérieur où vous pouvez le surveiller constamment. Si je reçois un seul appel concernant l'observation d'un loup près d'ici, je reviens avec l'OFB et il est parti. Compris? Compris. Merci, adjudant. Moreau hocha la tête et se tourna pour partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, j'espère que Martin vous donnera de bonnes nouvelles. Ma femme et moi avons perdu notre fille d'une leucémie il y a 5 ans. Je sais ce que c'est que de s'accrocher à quelque chose qui rend la douleur supportable. Je ne vous enlèverai pas ça à moins d'y être absolument obligé. Après le départ de Moreau, Lefebvre s'attarda sur le porche. Je suis désolé d'avoir appelé. Je pensais faire ce qu'il fallait, protéger la communauté, mais en réalité, j'essayais juste de contrôler quelque chose parce que je me sens si hors de contrôle depuis la mort de Linda. Pourquoi avez-vous changé d'avis? Demanda Stéphane. Parce que j'ai appelé mon fils après avoir fait le signalement. Je lui ai dit ce que j'avais fait. Et Léo. La voix de Lefebvre se brisa. Léo a dit sa première phrase complète en disant. Il a dit, papa, s'il te plaît, ne fais pas de mal au loup. Il essaie de guérir, tout comme nous. 10 ans de silence et c'est ce qui a ramené sa voix. La pensée d'un animal innocent puni pour mes erreurs. Chloé, qui avait écouté de l'intérieur,
ouvrit la porte plus grand. Comment va Léo? Mieux. Il parle plus chaque jour. Son thérapeute dit que la percée avec le loup lui a peut-être donné la permission d'arrêter de se punir. Il portait la culpabilité de sa mère, pensant que s'il n'était jamais sorti cette nuit-là, s'il n'avait jamais vu ses loups, elle serait toujours en vie. Voir Fantôme être pardonné l'a aidé à croire qu'il pouvait être pardonné aussi. Il devrait venir nous voir, dit Chloé. Fantôme l'aimerait bien, et peut-être que ça aiderait Léo de passer du temps avec lui, de voir qu'il n'est pas effrayant, qu'il est juste une autre créature qui essaie de survivre. Je pense que Léo aimerait beaucoup ça. Après le départ de Lefebvre, Stéphane ouvrit la porte de la chambre. Fantôme était assis juste de l'autre côté, ayant clairement tout écouté. Ses yeux ambrés se déplaçaient entre Stéphane et Chloé, interrogateurs. C'est bon, Fantôme, dit Chloé, allant vers lui et enroulant ses bras autour de son cou malgré la fièvre qui l'affaiblissait. Tu peux rester. On va trouver une solution. On ne laissera personne t'emmener. Le loup se blottit dans son étreinte, et Stéphane fut frappé par la confiance absolue dans ce geste. Cet animal qui avait été abattu, piégé, exilé et laissé pour mort, il avait choisi de faire confiance à nouveau, avait choisi de croire que tous les humains n'étaient pas cruels, avait choisi l'espoir plutôt que le désespoir. Si un loup pouvait faire ça, quelle excuse un humain avait-il pour choisir le contraire? Cette nuit-là, Fantôme dormit sur le sol à côté du lit de Chloé pendant que Stéphane veillait depuis le seuil. La fièvre de Chloé était tombée vers minuit, et elle dormait maintenant paisiblement, une main pendant du lit pour reposer sur la fourrure de Fantôme. Demain, Stéphane appellerait la docteure Martin, commencerait le processus pour rendre cet arrangement étrange légal, mènerait toutes les batailles nécessaires pour garder ce loup en sécurité. Mais ce soir, il s'accorda un moment de gratitude pour l'animal qui avait enseigné la résilience à sa fille, pour l'étranger qui avait appris à pardonner, pour l'adjudant qui avait choisi la compassion plutôt que la réglementation, pour tous les petits miracles qui avaient conduit à ce moment. Merci, Sandrine, murmura-t-il dans l'obscurité. De nous avoir appris que chaque vie mérite une chance. De nous avoir montré comment aimer les choses brisées pour les rendre entières. D'être encore avec nous de toutes les manières qui comptent. L'oreille du loup tressaillit, comme s'il avait entendu. Et dehors, le vent des Alpes emporta ce murmure vers les étoiles, ou peut-être quelqu'un écoutait, après tout. La docteure Isabelle Martin arriva le lendemain matin avec un porte-bloc, une mallette médicale et 20 ans d'expérience dans l'étude du comportement des loups. C'était une femme au début de la cinquantaine, aux cheveux gris acier tirés en une queue de cheval pratique et aux yeux qui ne manquaient rien. Stéphane avait déjà travaillé avec elle sur diverses questions de faune dans le parc, et il savait qu'elle avait la réputation d'être dure mais juste. Alors, c'est le fameux Fantôme, dit-elle, debout sur le seuil du salon où le loup était étendu près de la cheminée. Chloé était assise en tailleur à côté de lui, une main posée sur son flanc. La queue de Fantôme frappa une fois le sol en guise de salutation, mais il ne se leva pas. Il est avec nous depuis 3 semaines, expliqua Stéphane. Complètement non agressif, il mange dans la main de Chloé, dort dans la maison la nuit. Il est plus à l'aise avec nous que la plupart des chiens le seraient après si peu de temps. Martin posa sa mallette et sortit un petit carnet. Racontez-moi tout. Commencez par comment vous l'avez trouvé. Stéphane lui expliqua tout, le sauvetage de la falaise, la morsure à la main, il lui montra les cicatrices de perforation en voie de guérison, les blessures et la convalescence de Fantôme, la façon dont il s'était lié presque instantanément avec Chloé, la rencontre avec Lefebvre, la visite de l'adjudant la nuit précédente. Martin écouta sans l'interrompre, prenant occasionnellement des notes. Quand Stéphane eut fini, elle tourna son attention vers Chloé. « Et vous êtes la principale soignante ?» « Oui, madame, dit Chloé. Je le nourris, je nettoie sa litière, je surveille sa santé. Papa aide, mais Fantôme me fait plus confiance. Je pense que c'est parce que je suis plus petite et moins menaçante, et parce que je l'observais depuis des mois avant qu'il n'arrive ici, donc il connaissait mon odeur. Vous le suiviez ? Les sourcils de Martin se haussèrent. Montrez-moi votre documentation. Chloé sortit son ordinateur portable et ouvrit des dossiers de photos, de vidéos, de notes d'observation organisées par date. Martin passa 20 minutes à tout examiner, posant parfois des questions. C'est un travail remarquablement minutieux, dit-elle finalement. Vous avez documenté des schémas de comportement que même nos chercheurs de terrain manquent. La façon dont il favorise cette patte arrière droite. Sa préférence pour la chasse au crépuscule plutôt qu'à l'aube. Son évitement des espaces ouverts.
Elle regarda Chloé avec un nouveau respect. Quel âge avez-vous? 12 ans. Vous avez un don pour ça. Avez-vous pensé à étudier la biologie de la faune? Le visage de Chloé s'illumina. Vraiment? Vous pensez que je pourrais? Je pense que vous le faites déjà. Martin ferma l'ordinateur portable et se leva. Maintenant, je dois examiner Fantôme directement. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Martin s'approcha lentement, son langage corporel délibérément non menaçant. Elle s'agenouilla à environ 1,5 m de Fantôme et tendit la main, paume vers le bas. Bonjour, vieil ami. J'entends dire que tu as traversé une sacrée épreuve. Fantôme renifla l'air, analysant son odeur. Puis, avec les encouragements doux de Chloé, il boita vers elle et renifla la main de Martin. Sa queue remua avec incertitude. Bon garçon, murmura Martin. Je vais juste t'examiner. D'accord, Chloé, pouvez-vous rester près de lui? Il sera plus calme si vous êtes là. Au cours des 30 minutes suivantes, Martin effectua un examen approfondi. Elle vérifia les dents de Fantôme, ses yeux, ses oreilles, palpa son abdomen et sentit le long de sa colonne vertébrale, examina la vieille blessure par balle sur sa patte arrière et les blessures plus récentes de l'incident de la falaise. Fantôme se laissa faire avec seulement des signes mineurs de stress, quelques gémissements lorsqu'elle touchait des zones sensibles, mais aucune agressivité. Il a environ 11 ans, d'après l'usure de ses dents, dit Martin en prenant des notes. Nettement en sous-poids, probablement environ 7 kilos en dessous de son poids optimal. Multiples blessures anciennes, toutes conformes à ce qu'on attend d'un mâle adulte qui a vécu à la dure. La blessure par balle date d'au moins 8 ans et n'a jamais été correctement traitée. C'est incroyable qu'il puisse marcher sur cette patte. C'est pour ça qu'il a été exilé de sa meute? Demanda Chloé. Probablement. Quand un alpha ne peut plus chasser efficacement, les jeunes mâles le défient. C'est un comportement naturel de la meute, pas de la cruauté. Mais cela signifie que Fantôme a survécu seul avec un handicap sévère pendant longtemps. Martin se rassit sur ses talons. Le fait qu'il soit en vie témoigne d'une intelligence et d'une adaptabilité remarquables. Alors, quelle est votre recommandation? Demanda Stéphane, l'estomac noué d'anxiété. Peut-il rester? Martin resta silencieux un moment, étudiant Fantôme avec un détachement professionnel. Puis elle regarda Chloé, la façon dont la main de la jeune fille reposait protectrice sur le dos du loup, la façon dont Fantôme se penchait contre son contact comme si c'était la seule chose qui l'ancrait à la terre. Officiellement, ma recommandation devrait être un transfert vers un refuge animalier, dit Martin. Fantôme a été habitué à la présence humaine. Il a perdu sa réponse de peur. En théorie, cela le rend dangereux, non pas pour vous, mais pour d'autres qu'il pourrait rencontrer et qui ne comprennent pas le comportement des loups. Mais... La voix de Chloé était faible, pleine d'espoir. Martin sourit légèrement. C'est un cas exceptionnel. Fantôme est âgé, handicapé de façon permanente. Il ne pourrait plus survivre dans la nature, il mourrait de faim ou serait tué par des loups plus jeunes en quelques semaines. Les installations du refuge sont actuellement complètes, et franchement, le stress du transport et du déplacement tuerait probablement un animal de son âge et de sa condition. Elle prit une autre note sur son porte-bloc. Plus important encore, Fantôme a formé un lien ici, un lien profond. Le séparer de Chloé à ce stade serait psychologiquement dévastateur pour eux deux. Alors il peut rester? Stéphane osait à peine y croire. Sous des conditions spécifiques, oui. Vous devrez demander un permis d'exposition pédagogique. Cela signifie que Fantôme devient officiellement un ambassadeur éducatif. Vous serez tenu de faire des présentations aux écoles, groupes communautaires, etc. sur le comportement et la conservation des loups. Je devrais inspecter vos installations tous les trimestres. Fantôme doit être contenu dans un enclos approprié lorsque vous ne le supervisez pas directement. Et s'il montre le moindre signe d'agressivité envers quiconque, à quelque moment que ce soit, le permis est révoqué immédiatement. Non négociable. Nous le ferons, dit immédiatement Chloé. Quoi qu'il en coûte. Nous construirons le meilleur enclos de France, et je ferai des présentations. Je raconterai à tout le monde à quel point les loups sont incroyables, comment Fantôme a survécu à des choses qui tueraient la plupart des animaux, pourquoi il mérite protection et respect. Je crois que vous le ferez. Martin tendit à Stéphane une pile de formulaires. Remplissez-les.
Je parrainerai votre demande et l'accélérerai dans le système. Avec un peu de chance, vous aurez l'approbation officielle d'ici 2 semaines. Après le départ de Martin, Chloé se jeta dans les bras de son père. Il peut rester. Fantôme peut rester. Oui, acquiesça Stéphane, la serrant dans ses bras. Mais ma chérie, nous avons beaucoup de travail. Cet enclos qu'elle a mentionné, il doit être substantiel. Et les présentations éducatives, c'est un engagement sérieux. Je sais. Ça m'est égal. Ça en vaut la peine. Au cours du mois suivant, la propriété des Dubois se transforma. Nicolas Lefebvre se révéla être un homme de parole, se présentant le lendemain de la visite de Martin avec ses fils, Jacques, 22 ans, et Léo, 17 ans. Léo était un jeune homme calme aux yeux bleus de son père et à la manière hésitante de parler, comme s'il s'habituait encore au son de sa propre voix. « Nous sommes là pour aider à construire », annonça Lefebvre. « Et avant que vous n'argumentiez que vous n'avez pas besoin d'aide, comprenez que je fais ça autant pour Léo que pour vous. Il a besoin de voir des choses se construire au lieu de se détruire. Il a besoin de faire partie de quelque chose de bien. » L'enclos qu'ils construisirent ensemble était extraordinaire. 200 mètres carrés d'espace avec une haute clôture en grillage enterrée à 1 mètre de profondeur pour empêcher de creuser. Un abri chauffé pour l'hiver. Des rondins et des rochers pour grimper et prendre le soleil. Un petit bassin pour se rafraîchir en été. La végétation naturelle laissée intacte là où c'était possible pour maintenir une sensation sauvage. Léo porta un intérêt particulier au projet. Il arrivait tous les jours après l'école, parfois sans parler du tout, travaillant simplement aux côtés des autres. Mais lentement, progressivement, il commença à s'ouvrir. Cela commença par des mots isolés, marteau, clou, merci. Puis des phrases, ça a l'air bien. On déplace ça? Finalement, des conversations complètes. Un après-midi, Léo travaillait sur le toit de l'abri pendant que Fantôme observait depuis le porche. Le loup avait suivi la construction avec un intérêt apparent, sa queue remuant chaque fois que Chloé venait voir les progrès. « Je peux le rencontrer ?» demanda soudain Léo en regardant Chloé. « Je veux dire, vraiment le rencontrer? Pas seulement le voir de loin. » Chloé jeta un coup d'œil à son père, qui hocha la tête. « Viens, mais bouge lentement et laisse-le venir à toi. Ne tends pas la main en premier. » Ils s'assirent sur le porche, Léo pliant maladroitement ses longues jambes. Fantôme observa la nouvelle personne avec une curiosité prudente. Les minutes passèrent. Puis Fantôme se leva, boita vers eux et renifla la main tendue de Léo. « Salut » murmura Léo. « C'est moi qui avais peur de tes cousins il y a 10 ans. Je sais que tu n'étais pas là, mais je suis désolé d'avoir eu peur. Je ne comprenais pas que vous essayiez juste de survivre. » Fantôme renifla le visage de Léo, son cou, traitant ce nouvel humain. Puis il fit quelque chose d'inattendu. Il lécha la joue de Léo une fois et se coucha, la tête sur les genoux de Léo. Les yeux de Léo se remplirent de larmes. « Merci, dit-il au loup. Merci de me montrer que c'est normal d'avoir peur et de continuer à vivre. Merci de pardonner aux gens qui jugent sans comprendre. » Stéphane regardait depuis le seuil alors que Léo caressait la fourrure de Fantôme, tous deux guérissant de manière qui n'avait rien à voir avec des blessures physiques. À côté de lui, Nicolas Lefebvre se tenait debout, des larmes coulant ouvertement sur son visage. « La voix de mon garçon est revenue grâce à ce loup, » dit doucement Lefebvre. « Comment rembourser une chose pareille? »« Vous le faites déjà, » dit Stéphane. « Vous lui construisez une maison. Vous enseignez à votre fils la rédemption. C'est un paiement suffisant. » L'enclos fut terminé en 3 semaines. Mais à ce moment-là, quelque chose d'intéressant s'était produit. Fantôme avait commencé à passer moins de temps dans la maison et plus de temps à l'extérieur, explorant les bois qui bordaient la propriété de Stéphane. Au début, Stéphane craignait qu'il ne s'enfuit, mais Fantôme revenait toujours le soir, souvent avec Léo, qui avait pris l'habitude de randonner avec le loup sur les sentiers. Il ne s'enfuit pas, observa Chloé un soir, regardant Fantôme patrouiller le périmètre de ce qui allait devenir son enclos. Il vérifie le territoire, s'assure qu'il est sûr. Il revendique cet espace comme le sien. Elle avait raison. Au cours des jours suivants, le comportement de Fantôme passa de celui d'un invité à celui d'un résident. Il marquait les arbres. Il hurlait à l'aube et au crépuscule, non pas des appels de détresse, mais des annonces territoriales.
Il avait trouvé un point culminant sur la propriété de Stéphane où il pouvait s'asseoir et tout surveiller. Et il y passait des heures, alerte et vigilant. Il dit aux autres loups que c'est sa terre, dit Chloé. Il dit, je suis toujours là. Je suis toujours fort. C'est à moi. La première présentation éducative fut programmée pour la fin mars au collège de Chloé. Chloé avait préparé un diaporama détaillé sur la biologie, le comportement et la conservation des loups. Mais la vraie star était Fantôme lui-même. Ils avaient travaillé avec lui pendant des semaines sur des ordres de base, assis, reste, viens. Non pas parce qu'il avait besoin d'être contrôlé, mais parce que le public avait besoin de voir qu'il était en sécurité, qu'il pouvait être géré, que les loups n'étaient pas les tueurs insensés des contes de fées. Le gymnase de l'école était bondé. Élèves, enseignants, parents et membres curieux de la communauté remplissaient chaque siège. Un enclos spécial avait été installé au centre, des panneaux de grillage formant une zone de démonstration. Des équipes de télévision de 3 chaînes locales avaient leurs caméras prêtes. Stéphane était nerveux. Fantôme avait été calme à la maison, mais c'était différent. C'était le bruit, la foule, les odeurs étranges et des centaines d'yeux qui regardaient. Chloé, en revanche, était complètement sereine. Elle se tenait au micro dans une robe que sa mère lui avait achetée des années auparavant, ses cheveux roux tressés proprement dans son dos, et parlait avec une confiance tranquille. Je m'appelle Chloé Dubois et voici Fantôme. Il y a 3 mois, mon père a trouvé Fantôme suspendu à une falaise, mourant. Il était seul depuis des années après avoir été blessé et exilé de sa meute. Il avait toutes les raisons de haïr les humains. Nous lui avons tiré dessus, nous l'avons piégé, nous l'avons chassé de chez lui, nous avons tué sa famille. Mais quand mon père a risqué sa propre vie pour sauver Fantôme, savez-vous ce que Fantôme a fait? Il a choisi de faire confiance. Il a choisi de croire que peut-être, juste peut-être, tous les humains n'étaient pas des monstres. Elle fit une pause, laissant cela s'imprégner. Puis elle fit un geste et Stéphane ouvrit la porte latérale. Fantôme entra dans le gymnase et la foule retint son souffle. Il était magnifique. Une fourrure grise argentée, des yeux ambrés et cette tache blanche distinctive sur la poitrine qui le rendait unique. Son boitement était visible, mais ne diminuait en rien sa dignité. Il marcha à côté de Stéphane sans laisse, son attention fixée sur Chloé. Quand il l'atteignit, il s'assit sur commande, sa queue remuant. Les loups ne sont pas les méchants que nous en avons fait dans les histoires, continua Chloé. Ce sont des animaux sociaux intelligents qui vivent en groupes familiaux et prennent soin de leurs jeunes et de leurs aînés. Ils sont essentiels à des écosystèmes sains. Et oui, ce sont des prédateurs, mais nous aussi. La différence est que les loups ne tuent que ce dont ils ont besoin pour survivre. Les humains tuent pour le sport, par peur, par commodité. Elle expliqua au public tout ce qu'elle avait appris, la structure sociale des loups, les comportements de chasse, la communication par les hurlements et le langage corporel, la manière dont les loups profitent réellement aux écosystèmes en contrôlant les populations de cerfs et en permettant à la végétation de se régénérer. Puis elle fit venir Léo Lefebvre. « Voici mon ami Léo, dit Chloé. Il y a 10 ans, quand il avait 7 ans, Léo a été témoin d'une meute de loups tuant des moutons. C'était traumatisant. Il a cessé de parler pendant une décennie à cause de ce traumatisme. Sa mère s'est suicidée à cause de la douleur dans leur famille. Son père a passé des années à chasser les loups, essayant de tuer la douleur en tuant ce qu'il pensait en être la cause. Léo s'avança, sa main reposant sur la tête de Fantôme. Le loup le regarda avec une confiance totale. « J'ai eu tort d'avoir peur, dit Léo, sa voix portant à travers le gymnase silencieux. Je pensais que les loups étaient mauvais, mais ils avaient juste faim, ils essayaient juste de nourrir leur famille, ils faisaient juste ce que leur nature leur disait de faire. Le mal n'était pas en eux. Il était dans mon esprit, dans ma peur, dans les histoires que je me racontais sur ce qu'ils étaient. » Il s'agenouilla à côté de Fantôme. Ce loup m'a appris qu'il est possible de survivre à des choses terribles. Qu'être brisé ne signifie pas être sans valeur. Que la confiance peut être reconstruite même après avoir été brisée. Et que parfois, les choses les plus effrayantes se révèlent être les plus belles. Fantôme lécha le visage de Léo et le gymnase éclata en applaudissements. Les présentations devinrent une chose régulière, écoles, centres communautaires, groupes environnementaux. Tout le monde voulait entendre Chloé et Léo parler de Fantôme, le loup qui avait survécu à tout et choisi le pardon. La preuve vivante que la coexistence entre les humains et la faune était possible. En mai, 6 mois après le sauvetage,
la docteure Martin arriva pour son inspection prévue. Elle se promena dans l'enclos, maintenant luxuriant avec la croissance printanière. Elle observa Fantôme interagir avec Chloé et Léo et un petit groupe d'élèves du primaire venus pour une présentation. Le loup était calme, patient, permettant aux enfants de poser des questions et de l'observer à une distance de sécurité derrière la clôture. Il s'épanouit, dit Martin à Stéphane. Son poids a augmenté. Son pelage est sain. Son comportement est approprié. Alerte mais pas agressif. Intéressé mais pas anxieux. Quoi que vous fassiez, ça fonctionne. Ce n'est pas moi, dit Stéphane. C'est Chloé et Léo, et même Lefebvre. Ils lui ont donné quelque chose dont nous ne réalisions pas qu'il avait besoin. Qu'est-ce que c'est? Un but. Il a passé des années à survivre seul, essayant juste de passer chaque journée. Maintenant, il a un rôle. Il est un enseignant, un ambassadeur. Il montre aux gens que les loups ne sont pas des monstres. C'est puissant. C'est significatif. Même un loup peut comprendre ça. Martin sourit. Vous savez quoi? Je pense que vous avez raison. J'ai étudié les loups pendant 20 ans, et je n'en ai jamais vu un s'adapter aussi bien à la captivité. Mais d'un autre côté, je n'ai jamais vu un loup à qui on a donné le choix. Fantôme a choisi cela. Vous a choisi. A choisi de rester. Même s'il pouvait partir. C'était vrai. La porte de l'enclos était souvent ouverte pendant la journée quand Chloé était rentrée de l'école. Fantôme pouvait sortir quand il le voulait. Parfois, il le faisait, partant pour de longues promenades sur la propriété ou dans la forêt adjacente, mais il revenait toujours. C'était son territoire maintenant. C'étaient ses gens. Un soir de fin mai, alors que le soleil se couchait en orange et violet brillant sur les montagnes, Stéphane trouva Chloé assise sur le porche avec la tête de Fantôme sur ses genoux. Le loup somnolait, pendant que Chloé lui caressait les oreilles. Maman l'aurait adoré, dit doucement Chloé. Elle aurait dit qu'il était la preuve que les choses brisées peuvent être rendues entières. Ta mère en était aussi la preuve, dit Stéphane en s'asseyant à côté d'eux. Elle a traversé l'enfer avec les traitements contre le cancer. Il y a eu des jours où elle voulait abandonner, mais elle a continué à se battre, à espérer, à croire que chaque jour était un cadeau. C'est ce que fait Fantôme. Chaque jour, il choisit de continuer, choisit de faire confiance, choisit la vie plutôt que le désespoir. Elle me manque, murmura Chloé. Moi aussi, ma chérie. Chaque jour. Fantôme ouvrit un œil, les regarda tous les deux, puis le referma. Sa queue frappa 2 fois les planches de bois du porche. Fantôme aussi, quelqu'un lui manque, dit Chloé. Je peux le dire. Parfois, il hurle la nuit et ce n'est pas un appel territorial. C'est de la tristesse. Il appelle sa compagne, sa meute, la famille qu'il a perdue. C'est peut-être pour ça qu'il nous comprend, dit Stéphane. Il nous manque à tous quelqu'un. Nous portons tous des pertes que nous ne pouvons pas déposer. Mais nous les portons ensemble maintenant. Ça les rend un peu plus légères. À l'intérieur de la maison, le téléphone de Stéphane vibra. Un SMS de Nicolas Lefebvre. Léo a été accepté au programme de biologie de la faune à l'université de Grenoble. Il dit qu'il veut étudier la conservation des loups. Il dit que Fantôme l'a inspiré. Merci d'avoir donné un avenir à mon fils. Stéphane montra le texto à Chloé. Elle sourit, des larmes coulant sur ses joues. Tu vois, Fantôme sauve des gens, tout comme papa l'a sauvé. Tout est lié. Un acte de gentillesse, un choix d'aider au lieu de blesser, et ça se propage, touchant tout le monde. Alors que l'obscurité tombait et que les étoiles apparaissaient une à une sur les montagnes, Fantôme se mit à hurler. C'était un son qui avait effrayé les gens pendant des millénaires. Mais ici, maintenant, il sonnait comme quelque chose de tout à fait différent. Il sonnait comme un foyer. Et de quelque part au plus profond de la forêt, incroyablement loin, un autre hurlement répondit. Parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de sauver une vie. C'est de choisir de faire confiance à nouveau après que la vie vous a brisé le cœur. Stéphane a perdu sa femme. Chloé a perdu sa mère. Nicolas a perdu tout ce qu'il aimait. Et Fantôme, il a perdu sa compagne, sa meute, sa place dans le monde. 4 âmes portant un chagrin si lourd qu'il menaçait de les écraser. Mais quelque part entre une falaise gelée et un abri chaleureux,
entre la peur et le pardon, ils ont trouvé quelque chose de précieux. La preuve que les choses brisées peuvent guérir si on leur donne de la patience, de la compassion et du temps. Fantôme aurait pu rester sauvage et seul, se protégeant de nouvelles douleurs. Au lieu de cela, il a choisi de faire confiance à la main qui s'est tendue vers lui. Il a choisi de croire que tous les humains ne lui feraient pas de mal. Et ce faisant, il a appris à un père en deuil comment aimer à nouveau, à donner un but à une jeune fille seule et à montrer à un homme brisé que la rédemption était possible. Nous sommes tous passés par là, suspendus à nos propres falaises, nous demandant si nous avons la force de tenir un jour de plus. Mais cette histoire nous rappelle que l'aide vient souvent d'endroits inattendus, que les secondes chances existent même quand on pense les avoir toutes épuisées, et que la capacité de se pardonner et de pardonner aux autres est peut-être l'outil de survie le plus puissant que nous possédions. Quelle perte avez-vous survécu qui vous a rendu plus fort? Avez-vous déjà été surpris par qui ou quoi vous a aidé à guérir? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre.